Le podcast d'aujourd'hui est donc sur les Figma de la société Guzmai Company. Pour l'occasion, je suis entouré du Seigneur de la Nuit, le patient zéro de la collection Itaigu, j'ai nommé Cerberus. Bonsoir. Voilà. Le maître des Vipers, Geronimo alias Russo. Miaou. Voilà, ça change pas. Et bien sûr, en guest star, le grand chef du site Toys Mag, Greg. Bonjour patron. Bonsoir. Alors, puisque on me l'a demandé, petite dédicace à notre HK, le Antai Kamen. Je vous laisse aller voir sur internet qui c'est. J'ai nommé Nico, qui est justement rédacteur à Toys Mag. Alors, on va commencer déjà par s'attaquer à la marque, qui est Guzmai Company, ou JSC, pour faire plus court. Je vous mettrai par la suite tout simplement au niveau des liens. Faut pas oublier que ça représente quand même pas mal de marques sous la coupe. Ça peut être Tria, ça peut être du Freeing, ça peut être Max Factory. Tout le monde comme ça appartient à Guzmai. Donc on retrouve un peu de tout. Ça peut être du A6 façon un peu Hot Toy, ça peut être de la Scale, ou effectivement de la Figma, les Nendoroid et ainsi de suite. Donc avant de se lancer un petit peu plus en détail dans les Figma, je vous propose de replacer le marché à date, c'est-à-dire en 2008 quand elles sont arrivées. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour moi de mémoire, ça a été Bandai qui orientait surtout ses figurines sur, on va dire, un aspect un peu plus jouet que collection. Voilà, enfin, je parle de tout ce qui est un douzième, donc c'est-à-dire moins de 15 cm. On avait des guns comme par exemple les Dragon Ball Z Hybrid, qui étaient une collection mais de qualité pitoyable. C'est ça, ouais. C'était du grand public au Japon. Ouais, donc, ouais. C'était de la figurine articulée qui était vendue aux alentours de 10 euros au Japon, quoi. Ouais. Le gros souci, c'était le plastique, qui se cassait ou se fendait très facilement. Il y a eu des bonnes figurines, mais le painting job était vraiment très limite. C'est de l'action figure sous licence un peu low cost. Ouais, c'est clair. Ça. Mais quand même, il y avait quand même pas mal d'articulations. C'est vrai que par rapport à une figurine de 10 cm standard qu'on pouvait avoir à l'époque chez Hasbro, si on compare, ça restait, mais ça avait un petit côté un petit peu cheap. Alors, moi, je voudrais juste revenir, en fait, parce qu'on parle de Dragon Ball Z Hybrid, c'est une gamme qui s'est quand même énormément vendue au Japon, et aussi en Europe et en France. On la trouvait dans des magasins de jouets comme Jouet Club, La Grande Récré. Sur la fin de la gamme, elle sortait. Ouais. Elle a été distribuée, elle était bien distribuée, sur les premières waves. Et au Japon, ça a été très très loin, quoi. Enfin, il y a eu, je crois, une quinzaine ou vingtaine de figurines Dragon Ball, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a même vu ressortir les gammes qui étaient juste avant, c'est-à-dire l'Ultimate, qui était un petit peu moins fin, on va dire. Après, à la même époque, on avait aussi, qui sont toujours sur le marché, par contre, c'est les Revoltech. Donc ça, c'est le système, c'est un système d'articulation de ball joint à cliquet, à cran plutôt, propre à la marque Kyodo. Alors, il faut savoir qu'avant, ils faisaient aussi des figurines d'action, mais articulation par axe, mais plus grande. Ils étaient en partenariat, je pense à ça, avec par exemple Zebek, ou Zedek, ouais, c'est ça, pour les Eva, en fait, de Evangelion. Donc là, là on se retrouve avec des figurines souvent un 12e. Bon, après les échelles variaient un petit peu chez eux. Ils étaient surtout au début axés sur tout ce qui était méca, donc les robots. Quelques humains, mais c'était le gros souci des humains, c'est que l'articulation étant vraiment très importante, très ronde, encore un méca ça passe, c'est assez bien camouflé. Sur un corps humain, c'est pas cachable. Bien sûr. Ouais. La finition de tout ce qui était partie organique était moins... Ça se prêtait moins au type de sculpte que faisait pour les robots, en fait, le Revoltech. Il y a qu'à voir aussi les visages. Oui, voilà, c'était trop petit. Alors, soit c'est mal peint, pas assez précis, ou un petit peu trop rond, gueule bouboule, quoi. Ça se prête super bien à des robots, les Revoltech, mais pas à des formes organiques trop fines comme des humains. C'est ça. Après, on avait quand même... survivants, ça passe nickel, forcément. Bah oui, parce que comme ils sont bodybuildés, ni vu ni connu, ça c'est vrai que c'était nickel. Et pour des personnages comme Dante, par exemple, je trouvais que c'était vraiment un peu tout juste, quoi, niveau finition. Et puis surtout, elles étaient souvent plus petites, les humaines. En tout cas, les premières versions. Tu prends Raivy de Black Lagoon, elle est minuscule.
Après, les Fräulein, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils perdaient, justement, pour gagner un peu en finesse, ils revenaient avec un système d'axe. Et non plus, et encore, en plus, un système d'axe, c'est même pas, entre guillemets, on va dire, comme une fourche. C'était vraiment, côté gauche, côté droit, avec un axe qui était traversé. Donc ça se déboîtait tout le temps. C'est de l'axe asymétrique, en fait. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'était pire. L'intention était bonne, c'est de les faire mieux proportionner, mais du coup, ils ont fait des concessions qui étaient plus adaptées. En fait. Bah oui. Puis en plus, tu regardes les figurines d'Evangélion comme Rai ou Asuka, la tête était vraiment, c'était une boule, quoi. Ça, je pense qu'ils ont fait un peu la va-vite pour répondre à une certaine demande, les Fräulein, j'ai l'impression, parce qu'elles sont quand même arrivées relativement vite. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas eu beaucoup de personnages, donc ils ont essayé. Ah bah, ils ont bien vu que ça marchait pas trop, puis après, de toute façon, quand les filles commençaient à pointer le bout de leur nez, Ah bah ça a tout écrasé. Il fallait revoir la formule. Alors après, on a quand même eu une tentative de ball joint, effectivement, dans les Fräulein, avec une autre gamme qui a plus ou moins parenté, c'est les 2G, c'est-à-dire les Bouboule Saber. Bah écoute, quand tu les vois, alors, à l'époque, on était contents avec Cerberus, une Saber, en plus une Alter. Saber articulé, il y a même le jupe, elle bouge. Ouais, c'est classe. En plus, t'avais les épées, t'as tout. Et super content. Et le jour où Figma, parce que c'est avec la numéro 3, ils nous sortent Saber, on fait, elles sont moches. Quand j'ai reçu je sais plus si c'est toi ou moi qui l'ai reçu en premier. Ouais. Mais quand j'ai reçu la Figma de Saber, direct la première réaction c'est je remets l'autre en boîte. C'est clair. Et au revoir, quoi. Ouais. C'est dingue comment tu pouvais te dire quand même, t'étais content à l'époque de l'avoir, et avec les évolutions techniques, et puis une autre marque qui arrive sur le marché, qui fait des années-lumière de ce que t'avais, tu regardes ton vieux truc, tu fais non mais j'étais con quoi d'aimer ça. Mais c'est surtout que c'est arrivé très très vite en fait. T'as eu les Revoltech qui sont sortis. Bon voilà, on a trouvé super et tout nickel. Ils ont sorti l'Alter, puis boum derrière ils ont sorti les Figma avec la finition carrément au-dessus. C'était l'impression d'avoir des petites statues mais articulées en fait. Faut dire que tout ce qui est Goosmile, ils avaient quand même un lourd passif sur tout ce qui était scale. Bah oui, donc ça a forcément aidé pour la finition, et du coup, oui, quand t'avais les deux côte à côte, il n'y avait pas photo, si tu veux, c'était C'est clair. l'impression d'avoir un vieux bootleg. Et... Encore, tout ce qui était Revoken avec les Hokuto-no-Ken, ça passe. Parce que c'est un petit peu à part, mais c'est vrai que la jante féminine, non. Voilà. Et puis t'as un niveau de finition qui est plus joli, je trouve, sur les Figma en général. Ils ont ce souci du détail que n'ont pas les Revoltech parce que c'est légèrement plus grossier. C'est ça. C'est de la sculpture. Tu sens vraiment, t'as le travail derrière du sculpteur. Quoi. Finalement, dans la Revoltech, ça me fait un petit peu penser à ce que fait PKI Arts. Ouais. Aujourd'hui, il y a le même système de joints. C'est finalement des figurines qui sont obligées d'être assez massives si on ne veut pas que ça laisse un côté fragile et même dans la sculpture. Je fais juste un petit hors-sujet, mais... non, mais t'as rien. Et moi, ça me fait un peu penser à ça, quoi. Ça se prête plus aux grosses pièces, finalement. Ouais. Effectivement, sur les petites, trop petits, donc vu qu'ils maîtrisent pas assez, t'as pas le détail. Ouais. Oui, voilà, en fait, les petites pièces, les articulations, il faut qu'elles tiennent juste par friction. Alors que les articulations à cran, comme était le Revoltech, c'était juste trop fort pour la résistance du plastique, quoi. En sachant quand même que les Revoltech étaient quand même assez costauds. C'est ça que, à part, j'ai juste une pièce, moi, qui a cassé, parce que, d'entrée, le plastique a collé de lui-même, donc ça avait bloqué l'articulation, c'était qu'un axe. Donc voilà, c'est juste une rotation, sur l'axe des Y au niveau de la cuisse, donc pas de rotation possible. C'est juste ça que j'ai perdu. C'est pas... Moi, sur les miennes, j'en ai peu, donc je peux pas trop dire, mais par contre, j'ai eu pas mal de retours des picots des articulations qui ont tout simplement cassé, en fait. Ouais, je l'ai sur un ou deux Revoken. Mais bon, c'est souvent au niveau du poignet, donc moi ça va. J'ai eu assez de chance là-dessus. Non, par contre, ce qui arrivait, c'est qu'avec le temps, le ball joint, il s'écartait.
Donc dès que tu faisais, dès que tu faisais, bah, tu tournais un peu, compagnie, bah, pour par exemple justement bah, avoir une rotation de la main, et bah tu voyais ton ball qui s'écarte et puis qui après prend sa place. Ça tenait toujours, mais ça fait bizarre. Il se forme avec le temps. Ouais. Et ben, en parlant de forme, très beau lancé, magnifique. Il y a eu, je sais pas s'il a continué toujours parce que ça fait un moment qu'on appelle une nouvelle version, c'est les Queen Boobs, n'est-ce pas? Je te laisse expliquer ce que c'est. Ah ben les Queen Boobs, c'est une série avec beaucoup de, comment dire, de silicone. Voilà. Non, c'est une série, c'est un genre de shonen, mais avec des personnages féminins un peu sursculptés, on va dire, qui sont mis en avant et qui est tiré d'un novel en fait à la base. Hein. Les Queen Blade. Voilà. D'un anime qui passe d'ailleurs sur les chaînes câblées. Ouais, il y a eu deux, trois séries, enfin 2-3 saisons. C'est ça. Avec des versions spéciales. Parce que voilà, pas censuré en fait. Ça était déjà pas assez spécial à la base. Bon. Même s'il y a certaines figurines qui avaient des styles assez sympathiques. Voilà. Par contre, l'avantage, c'est que comme toutes les figurines, enfin même le personnage était toujours assez rond, malgré tout, l'articulation, là, ça passe très bien. Oui. C'est l'avantage au moins. Effectivement, elles sont pas toutes à chaque fois sveltes, donc ni vu ni connu, c'est discret. Ouais, pour le coup, elles étaient pas mal. Ouais. Alors justement, comment, on va revenir au Figma, vous les avez découvertes? Moi, je les ai découverts par ami. J'avais déjà reçu mes Revoltech par le même site. Et c'est quand j'ai vu les premières photos de la... Au début, j'ai cru que c'était une statue d'ailleurs. Pour l'histoire. Quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, ah, c'est une statue avec un niveau de finition pareil et tout. Mais après, j'ai vu qu'il y a différentes poses. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était une figurine. Alors, du coup, je connaissais pas trop la marque, donc j'ai préco, rien qu'à cause de la finition, et quand je les ai reçus, bon, bah, voilà, comme tout à l'heure, je veux dire, les Revoltech, bon, bah, en vente, quoi. Tout simplement. Voilà. Clair, net et précis. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'ai vu ce que c'était, grâce à Cerberus, bah, j'ai commandé. Une fois de plus. Ouais, moi, c'est ça. Je dénie toute responsabilité. Encore, oui. Et vous, messieurs? Encore une fois, t'es mêlé à une histoire, toi aussi. Si on avait qu'une, c'est le nombre de casseroles qu'il a au cul, mon pauvre. À cause de moi. Moi, c'est parti vu que je les ai découvertes, les Figma. Et alors, content? Ben, pour l'instant, j'ai pas encore fait d'acquisition, mais ça me donne envie, ouais. C'est-à-dire qu'il y a du choix, hein. Ouais, maintenant, t'en as plus de 251, donc... Ouais, le choix, il en aura du choix, ouais. C'est ça, c'est difficile de pas trouver quelque chose qui, au minimum, pourrait éventuellement t'intéresser. Bon, il y en a bien une ou deux. Bah oui, c'est ça, ils font tellement de références maintenant que... C'est clair. Et toi, Greg? Bah moi, c'est sur le tard, en fait, que j'ai découvert Figma. En fait, pour la petite histoire, c'est quand j'ai lancé Toys Mag, donc c'était en 2011. Donc voilà, moi je me suis plutôt intéressé à la base aux jouets américains, tout ce qui était Motu, Star Wars, et puis les Miss Close quoi pour le jeu japonais. Mais voilà, ça s'arrêtait un peu là. Là, je suis allé au Japon en 2010. Voilà, je me suis pas arrêté là-dessus. Peut-être que les licences en fait me parlaient pas. Je pense que c'est surtout ça en fait. Les licences me parlaient pas sur ce qui se faisait au départ des Figma. Et donc à un Paris Manga, il y avait Booksmith Company qui avait un stand. Et donc où j'ai rencontré Maritam et c'est là que j'ai découvert en fait finalement le produit, la figurine Figma et autour des Vocaloid justement et puis l'Hatsune Miku et puis tout ce qui était Nendoroid quoi. Mais j'ai mis très longtemps avant d'en acquérir. Mes premières Figma, je crois que je les ai achetées l'année dernière seulement. Ah oui. Voilà en 2014 et non peut-être en 2013. La première Figma que j'ai acheté, ça devait être Cobra. Voilà, Cobra, puis Hermanoïde et l'homme de verre. Et puis après, ça s'enchaîne. C'est Link, et puis après... Et puis, comment ça s'appelle l'attaque des Titans. Et puis après, j'ai redécouvert ce qu'ils avaient fait avant. Et, c'est le drame. Et puis voilà, avec des choses finalement qui m'auraient bien plu, comme l'ami, Lune, donc, ou alors là, dernièrement...
les Yoko Matoi de Kill la Kill, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est un des points forts des films, hein, c'est que niveau licence, il grimpe. Hein. Ouais. Tout ce qui est, voilà, ils ont encore beaucoup de gros choses à animé. faire, mais comme il marche avec, bon, je pense qu'on en parlera enfin, je sais pas quand tu vas aborder le sujet exactement, Fury, mais du fait qu'ils sont avec Good Smile, et Good Smile est le distributeur de la marque, ben voilà, ils sont chapeautés par Good Smile. Quand ils dealent des licences entre eux, ils arrivent après à le développer pour leur multi en fait support, en fait, c'est-à-dire en Android, en Figma ou en Statuette. Et donc en fait, ce que nous expliquait Maritane, je sais pas, il y a de ça un peu plus d'un an, c'était sur la Japan Expo. Elle nous expliquait justement que les artistes, les sculpteurs, quand ils étaient fans, ils pouvaient proposer des choses. Et donc il y a un sculpteur qui voulait faire un Crystal Boy, un homme de verre. Et en fait, il a eu le go de la direction et du marketing en disant OK, on veut bien produire et faire une Figma d'homme de verre, mais à condition que on sorte d'autres figurines aussi à côté. Et donc, entre autres, le héros, parce que ça marchera plus, il y a d'abord Cobra qui sort, puis après Armanoïde, l'homme de verre qui est attendu, voilà, ça fonctionnera. Et puis après, ça leur permet de voir si la gamme fonctionne et si la collection fonctionne, entre guillemets, et s'ils peuvent poursuivre ou pas la licence, quoi. Et puis en plus, les Figma, c'est quand même beaucoup de figurines féminines. Et en mec, bon, même si avec les années, il y en a un peu plus, mais c'est plus limité. Tout à fait. Bon, après, Cobra, bon, il n'y avait pas trop de risques, hein, je pense quand même. Ouais. Non, mais ça n'a pas spécialement très bien marché, quoi. Pourtant, il est dans mes étagères. Ouais. Bah, moi aussi. Ça a dû beaucoup plus se vendre en France, je pense, qu'au Japon, peut-être. Et en fait, il y a quelque chose qui est lié un petit peu à tout ce qu'on voit sur le marché de la figurine japonaise. C'est qu'au départ, ces fabricants, ils faisaient leurs produits pour le Japon. Et ça, c'est un élément important à bien comprendre par rapport au choix des licences et par rapport aux figurines. C'est comme Bandai en 2007, quand il y avait les Myth Claws qui se sont lancés. Même s'il y avait des succès sur des licences, c'est qu'au départ, ce sont des jouets qui sont fabriqués pour le marché japonais, à destination des Japonais. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert parce que avec Internet qui a explosé dans les années 2000, avec le fait l'expansion des Myth Claws, enfin voilà, ça s'est connu. Comme il n'y avait pas d'import et des choses comme ça, c'est vrai qu'on avait tendance à précommander sur des sites japonais. On peut citer, on va peut-être pas en citer, mais tout le monde connaît le site à 3 lettres. Bah voilà, on peut le dire, hein. HLJ, voilà, Asia, à Miami, voilà. On voit finalement que les précos elles durent pas longtemps et elles partent comme des petits pingouins. Et en fait, ça s'explique parce que le marché japonais, c'est le Japon. Après, c'est l'Europe, mais d'un point de vue culturel, hein, par rapport à tous les dessins animés qui ont été diffusés en France à l'époque des années 80, en Italie, en Espagne, un peu aussi en Allemagne, et comment ça s'appelle aux Pays-Bas. Donc voilà, un gros vivier. Et puis après, la troisième zone, c'est comment ça s'appelle l'Amérique latine. Ouais, le Brésil, là, ils ont certaines choses que nous on n'avait pas. Ouais. Voilà, Brésil, voilà, plein de pays comme ça, enfin plein de pays d'Amérique du Sud, et voilà. Et donc, et puis finalement, depuis très peu de temps, il y a les États-Unis qui arrivent et qui commencent à découvrir un petit peu toutes ces figurines japonaises. Alors ils les ont découvert à travers, alors vous allez me dire, il y a les Américains avant ce qu'ils faisaient, ils achetaient un animé, et ils le transformaient, ils le remettaient à leur sauce. Le plus connu, je crois que c'est Macross, qui est juste une horreur. Mais les Super Sentai, pareil avec les Chevaliers du Zodiac, oui. C'était des surfeurs. Ah oui, le yoga snowboarder. Voilà. Ouais. Et puis finalement, il y a eu un truc, il y a eu Dragon Ball qui est arrivé là-bas. Et là, boum, ça y est, là, c'est rentré, c'est redevenu, il y a eu Akira, il y a eu Dragon Ball, et voilà. Et c'est redevenu ce que ça devait être au tout début. Et finalement, les Américains, ils ont commencé à s'intéresser à ces figurines-là qui n'étaient pas des robots japonais, qui n'étaient pas des monstres et compagnie. Et on peut le voir avec Bandai depuis quelques années. Il y a Blue Fine, qui est notre équivalent chez nous de Cosmic Group, donc un grossiste pour un marché, pour une zone géographique
de Tamashii Nation, qui est une filiale de Bandai. Et il est en train de se passer la même chose un petit peu avec Good Smile Company. C'est-à-dire qu'il y a Good Smile Japon, il y a Good Smile, comment ça s'appelle, France et Europe, sur lequel travaille Maritane, où elle intervient, comme ça s'appelle, en Espagne, et, en Italie et en Belgique, et voilà, sur le marché européen. Et qui fait un travail de malade. Puis il commence à se passer la même chose un petit peu aux États-Unis, quoi. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que, pour en revenir à mes propos, c'est que finalement le marché, il a grossi. Et puis il y a le marché asiatique maintenant, puisque en dehors du Japon, il y a, comme ça s'appelle, la Corée du Sud, mais il y a aussi Hong Kong et Taïwan, où les Chinois commencent à s'intéresser à acheter des vrais produits et plus des copies, parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire. Et donc là où ce qui se passe, c'est que finalement les quantités montent, mais finalement la demande elle est toujours plus importante, et il y a des marchés qui sont un peu plus éphémères, quoi. Enfin, un peu moins forts, qui se perdent, comme en Europe où ça commence à coûter de plus en plus cher, et finalement on commence à se calmer aussi, quoi. Et là où c'est intéressant de voir, c'est que ça se démocratise. Et en gros, ce qu'il faut savoir, quand Good Smile fabrique une figurine, le minimum c'est 10 000 unités pour le monde. Et ça peut monter à 15, 20, 25 000 et 50 000 et plus, pour le monde entier. Et finalement, malgré ça, malgré ces chiffres, quand on loupe une préco, ouais, c'est difficile c'est très dur, c'est très difficile d'avoir. Et après, quand on veut rattraper à récupérer des anciennes figurines, c'est juste l'horreur. Mais 10 000, 3 000, en fait, c'est pas grand-chose. Non, c'est rien. Une production de figurines. C'est rien du tout. Hein. Si tu prends par exemple, bon, je parle en connaissance de cause parce que je connais le sujet, mais si tu prends un Transformers chez Hasbro, à partir d'un Deluxe, par exemple, dans une vague, un Deluxe, c'est facile 50 000 minimum, en fait. Rien que pour les États-Unis. Ça s'adresse à un autre marché. Ouais. Voilà. Mais là, on est sur avec Internet, on achète partout, si tu veux, donc, ouais. Mais en gros, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Et c'est à peu près les chiffres, hein, en moyenne, c'est entre 10 et 15. Ouais, a priori. Ce qu'on a, aux chiffres qu'on m'a dit, alors c'était assez vague, hein. Oui, pas les chiffres précis, ça peut être moins pour des petites séries, mais en gros, c'est ça, quoi. Ça dépend de la licence, non? J'allais dire. Ça dépend de la licence, ça dépend aussi, il y a des fois, je vais prendre l'exemple, parce qu'on parle de Good Smile Company, même si on n'est pas sur la Filma, là on est sur la Nendoroid, il y a une Nendoroid qui a été faite uniquement pour Rio Game, pour le championnat du monde, qui s'est tenu en Corée du Sud, de League of Legends. D'accord. Et tout le monde est en train de supplier, de gueuler, de tout, pour avoir une sortie au monde. Parce que c'est vrai qu'en plus, elle est super mignonne. Elle est super mignonne, la Nendo de Harry, elle est juste magnifique, quoi. Tout le monde l'a vu, elle était à que dalle, elle était à 30, 40 euros, quoi, je pense, sur place. Et tout le monde l'a vu, maintenant à 120 minimum, à 100, 150. Et le problème, c'est que Rio Game a acheté tout, vraiment toute la production pour le championnat du monde. Ça aurait pu être une Figma, ça peut être, voilà, hein. Et qu'ils ont rien voulu lâcher, quoi. Et qu'aujourd'hui on les trouve à des prix d'or sur internet, et surtout qu'on se retrouve maintenant avec aussi des pirates, quoi. Ouais, bah oui, les fameux bootlegs. C'est souvent que Maritane relaie des infos, que ce soit voilà, sur le blog ou ailleurs, pour tiens, telle figurine, attention. Ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois on a les photos pour nous montrer, voilà, tel détail de la boîte, de la figurine, attention. Voilà. C'est pas évident, hein. Non. Même en main. Même en main, même en main, c'est pas évident. Et sur Figma, il y en a. Il y a des bootlegs, alors très peu. Ouais, t'as du Drossel, il y a eu quelques années, t'as du, comment ça s'appelle, les Black Rock Shooter, parce que c'était une grosse licence qui a fonctionné il y a 1 an et demi, donc c'est pour ça. Là, en ce moment, c'est l'attaque des Titans. Ouais. Des Mikasa et Kerman, il y en avait sur, enfin voilà, faut le dire aussi, hein, il y en avait sur Japan Expo. Ouais, bah ça, on va pas. Voilà, comment dire, sur un vendeur italien. Enfin voilà, parce que moi je trouve ça honteux. Enfin voilà. Bah, surtout, tu regardes, on en a parlé, parce que moi j'étais justement allé à Japan l'an passé pour Toys Mag. J'en parlais avec Marital. Effectivement, dans le côté, on va dire figurine, il y en avait pas trop parce qu'il y a eu la chasse, justement, les douanes étaient là, ils ont fait remonter des trucs. Mais par contre, tu passais
allez, tu faisais 10 mètres, tu tombais dans le côté, l'espace, entre guillemets, jeux vidéo. Ils étaient tous arrivés là. Tous les bootlegs, voilà, ils avaient quitté le marché, entre guillemets, animation et tout ce qui est Japon pour aller aux jeux vidéo. Et tous les stands étaient là. Il n'y avait pas un qui avait pas de bootleg, il y avait que de ça. Ouais, et puis et c'est hypocrite parce que ils font la chasse, mais au final ils s'arrêtent à un pavillon, si on peut dire, et l'autre, là, c'est bon, vous êtes un petit peu plus loin, faites ce que vous voulez. ouais, c'est un peu ça, c'est par zone, quoi. Et c'est très déceptif et c'est très dur pour Good Smile Company, justement, et surtout de voir que les fans qui aiment la licence, et certains préfèrent acheter parce que c'est un peu moins cher. Du bootleg plutôt que dans les mêmes. Voilà, d'acheter une vraie, quoi. Enfin, c'est vraiment voilà, avec en plus, comme on dit, même de toute façon, en le sachant, faisant attention, tu te fais avoir. Il y a ça aussi, c'est pas facile. T'as la chance de pouvoir le voir en vrai, tu vois. Tu t'es renseigné un minimum ça, tu peux le trouver. Mais quand t'achètes par internet, c'est bon. Par contre, tu vois un truc qui est super sympa. De toute façon, ils le disent à chaque fois qu'ils sont sur sur tous les salons et compagnie. Tu fais un achat, tu vas voir directement Good Smile sur le stand et ils te disent bootleg ou pas. Voilà. Ça permet de faire remonter l'info et compagnie. Et il faut pas hésiter. Ils ont aussi la dernière fois ils avaient un petit panneau. Tiens, attention, à l'heure actuelle, il y a ce bootleg là qui tourne, celui-là et celui-là. Le truc serait carrément identifier le vendeur qui en vend, quoi. Ah oui, non, mais après. Faut qu'il y ait une sanction derrière, après, tu vois. C'est bon, du bootleg, mais bon, si ça donne rien. C'est ça. Le souci après, c'est forcément les organisateurs qui sont en battle royale, voilà. Même si c'est moins pire qu'avant, mais bon. Ouais, ça reste quand même. Ouais, c'est hypocrite. Ouais, c'est hypocrite parce que. C'est comme les gars qui se battent à coups de katana dans le Japan Expo quand t'as les vigiles qui t'empêchent un cosplayer de passer avec une arme en plastique, quoi. C'est ça. Là, on l'a vu, Good Smile Company, finalement, au mois d'octobre dernier, ils sont pas allés à Paris Manga. Bah oui. Ils sont pas allés à Paris Manga parce qu'ils savent que juste à côté d'eux, il y a des gens qui vendent des pirates et qui les vendent moins cher. Et finalement, je trouve que leur réponse a été très pertinente parce que pendant 2 jours, à Paris, ils ont eu un magasin éphémère. Alors, je sais pas si vous vous souvenez du pop-up store Good Smile Company, mais en termes de distribution et marketing, moi, je trouve que c'est un coût énorme. C'est finalement dans un lieu qui était très sympa et très chaleureux, mettre en présence tous les produits distribués par Good Smile, en parlant de Figma, voilà, de Max Factory, en parlant de Nendoroid, de Pass. En plus, t'avais des petits ateliers, en plus, de manipulation et tout. Enfin, voilà. Il y avait en plus les animations à côté. C'était D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, je suis en train de regarder le reportage que j'avais fait, moi, pour Toy Smile. Et il y a un panneau où ils expliquent les Figma. Ils mettent créé par Max Factory et le sculpteur Azaki Apsi en janvier 2008 et distribué par Good Smile Company. Les Figma sont des figurines en PVC ABS, articulées et modulables, plusieurs visages, mains et accessoires, qui se sont rapidement imposés sur le marché japonais par leur qualité et la versatilité de leur pose. Une édition 2.0 vit le jour en 2013 avec un système d'articulation amélioré. Et donc ils ont présenté tous les différents partenaires et ceux qui sont intégrés, voilà, avec les Nendoroid, pareil, expliquer ce que c'était. Oui, parce que tu avais les photos, c'est ça. Les sculptures, voilà, ce qu'on appelle les scales. Voilà, les scales. Et ils ont aussi, il y avait toute une exposition qui expliquait le travail de la conception jusqu'à la fabrication de la figurine. Ouais, ça, c'est vrai que c'était vraiment avec des trucs ultra simples. Enfin, c'était des images avec, voilà, là on commence à dessiner le schéma, là après on commence à faire la sculpture, plusieurs jours après le sculpteur revient, il peaufine le visage, après ça va à la fabrication, les contrôles qualité, tout ce travail-là, pareil, le paint job, comment on doit le faire, à quel moment. Et finalement, c'est là qu'on s'aperçoit, on dit, ok, je comprends, quoi. Je comprends pourquoi ma figurine a un coût, je comprends pourquoi la qualité est là, et quand on prend c'est pédagogue. voilà. Et donc,
voilà, et je trouve que ça a été très bien de la part de Good Smile de faire ça, quoi. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Le contrôle des formes, voilà, ils font le contrôle qualité sur les formes du visage, les articulations, si c'est bon, si les cheveux sont plus longs que les jambes ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Bah, tu regardes, il me semble que c'était la semaine dernière, il y a eu un petit live parce que Maritan était justement au Japon, directement dans les locaux de Good Smile. Et voilà, comme il y avait les présentations des nouvelles figurines et compagnie, ils faisaient un petit live pour la France, c'est ça qui était sympathique. Et ils ont parlé, ils faisaient des traductions forcément en même temps, en parlant que, Good Smile a demandé, parce que c'est fabriqué en Chine indirectement, en sachant que maintenant il y a une usine au Japon qui est en train de le monter et compagnie. Voilà, par contre, pour l'instant, c'est juste pour une Nendo. Après parce que c'est en train d'arriver. Ils avaient aussi montré toutes les vidéos avec le matériel qui arrive. Tiens, la machine a fait ça, et compagnie. Donc tu le dis aussi, il y a de l'investissement et en argent et en hommes. Et il parlait que même pour la Chine, ils étaient un petit peu méchants à des moments parce qu'ils demandaient tellement aux usines chinoises en termes de qualité, de suivi et compagnie qu'il y a eu des petites frictions, comme ils disaient. Assez souvent dans les fabrications, mais ça permettait comme ça d'avoir un produit final qui était magnifique, quoi. Ah oui, mais c'est pas du tout la même rigueur de qualité entre les deux pays sur les produits. C'est beaucoup plus élitiste en fait au Japon. Et pourtant, tu regardes, la Figma à l'heure actuelle, elles viennent toutes de Chine. Donc, mais par contre derrière, il y a des demandes japonaises. Ouais, mais justement, ils reviennent un petit peu à ça, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Good Smile Company est en train de faire son usine au Japon, pour le marché japonais, pour des collectionneurs exigeants sur des produits en quantité qui vont être très limités, quoi. Ouais, et là, on vise vraiment le méga de luxe collectionneur exigeant, ultra pointu, quoi. C'est pour ça qu'on ils disent, la figurine, il y a une précommande, mais on ne sait pas quand on va pouvoir vous la fournir. Parce que c'est fabriqué à la petite vitesse, bien correctement et autres. Mais la précommande, vous attendez pas, il peut y avoir des reports de 2-3 mois ou plus. C'est du premium de chez premium. Ouais, c'est du ultra premium, ouais, c'est vraiment ça. Mais faut pas oublier une chose, je reviens en arrière. Dans les années 80, les figurines Bandai fabriquaient au Japon. Bandai fabriquait au Japon. Et les premières figurines Chevalier Zodiac qui sont sorties et que nous on a eu en France, qui étaient en boîte, qui n'avaient pas justement, qui se relevaient pas devant, et on voyait pas, il y avait pas le plexiglas en dessous de la boîte totalement. Voilà, il y avait pas le window box. Ces figurines-là de Chevalier Zodiac étaient 100% made in Japan. Et nous on les a eu en France quand ils ont commencé à arriver. Et on peut voir, comparé à la suite, quand il y a eu la production de masse. Ouais, la peinture. La finition n'est pas du tout la même. Dans la sculpture et dans la peinture. Ouais. On est totalement différent. Alors c'est vrai que dans les années 80, on fabriquait local. En France, c'était pareil. Kenner avait donné une licence à Mécano pour fabriquer les figurines Star Wars dans le nord de la France. Mattel fabriquait ses maîtres de l'univers en France aussi, ou en Espagne. Donc c'est vrai qu'on délocalisait tout, quoi. Les coûts n'étaient pas les mêmes, mais voilà. Mais je pense qu'il y a aussi le côté japonais culturel. Voilà, ils sont très attachés à leurs valeurs que nous on pourrait trouver un peu. Enfin voilà, on va pas parler politique, mais voilà, mais ils sont très attachés aux valeurs de leur pays. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit sur un podcast sur les Transformers, justement, où on parlait sur la différence entre Hasbro et Takara, et c'est vrai que les Takara, ils sont un peu plus orientés jouets de collection, dans la présentation, mais aussi dans la finition. Avec les boîtes, c'est un truc con, mais tu regardes les boîtes, c'est pas des blisters, c'est vraiment des boîtes carton. Ça n'a rien à voir. J'ai envie de dire, quand ils font des blisters, c'est largement au-dessus, quoi. C'est la culture de l'emballage, de la présentation. C'est ça. Moi, je suis désolé, mes blisters, Hasbro, n'importe. Ouais, j'ai bazarde. Mais ils sont très. Les boîtes Takara, j'ai envahi le grenier de mes parents, Désolé. Ils sont très visuels, les Japonais, de toute façon. Ouais, tout à fait. Donc, le contenu est aussi important que le contenant, finalement. Et des fois même,
l'aspect extérieur est beaucoup plus important que l'intérieur. Bah, tu regardes, de toute façon, c'est vrai que les Figma, voilà, comme on a dit, tu retrouves la culture, voilà, de tout ce qui est scale et compagnie, sauf qu'elles sont articulées. Oui, c'est ça. C'est quand même réussir à faire ça, chapeau. Quand tu connais pas ce que c'est au début, tu vois juste une seule photo. Tu peux dire, voilà, à part 2-3 détails comme les jambes, c'est ça. Parce que c'est souvent des fois les genoux, enfin le derrière des genoux, effectivement, tu vois que y a un petit décrochement, ah tiens, ouais, c'est une figurine d'action. Le reste, si tu fais pas gaffe, voilà, tu peux te dire, c'est une fixe. C'est ça. Il y a des figurines, tu vois même quasiment pas, tellement c'est bien intégré. Genre, je prends par exemple la Samus. Oui, bah. En armure. Tu le vois pas, ouais. Tu le vois pas, quasiment. Mais voilà. C'est vraiment bien foutu, ouais. Mais en plus, faut pas oublier que voilà, les Figma, bon, même si elles ont commencé dans les 12 cm, voilà, avec au fil du temps, elles grandissent un petit peu. Après aussi, selon les licences, forcément, alors après, t'as aussi entre guillemets, les gammes adultes. Les figurines adultes, plus ados et compagnie, donc t'as une petite variation, mais maintenant, on commence quand même à se rapprocher vers les 15 cm. Bah, à partir des Black Rock, déjà, elles avaient toutes pris une bonne hauteur, hein. Bah, tu regardes déjà même les sabers, entre la première et les suivantes, bah, au fil du temps, ça fait des Dalton, hein. Oui, c'est vrai. Bah, je regarde mon étagère, et non, ça ondule, hein. Mais voilà, ça permet aussi comme ça de gagner un petit peu plus, on va dire, en matière, donc en taille, donc tu peux faire un peu plus de détails, tu peux affiner ou rajouter quelques articulations ci et là. Voilà, ça aide aussi à ça, hein. Donc on continue et on va passer sur les tarifs, puisqu'il faut en parler aussi arriver à un moment. Généralement, au début, on était à moins de 30 €. Oui. Là, c'est quand même depuis quelques temps. Bon, après, il y a le coût des matières premières, il y a le coût de la fabrication, des sculptes, et simplement, voilà, quand tu prends l'euro, hein, puisque, eux avec leur yen, nous notre euro, forcément, il y a les fluctuations, en sachant que, malheureusement, ce n'est pas à cause de ça si les prix maintenant atteignent dans les 40 €, c'est que tous les achats à la base sont faits en dollars. Oui. Donc, les matières premières se négocient en dollars. C'est ça, dans tout, que ce soit la mécanique, que ce soit l'informatique, tout c'est en dollars. Donc forcément, bah on le paye à la fin aussi. Tout à fait, oui. Si c'était des dollars canadiens, ce serait pas un problème. Bah écoute, j'ai pas ça, ou même en Suisse, hein, malheureusement j'ai pas mes comptes là-bas, hein, pas comme certains. Donc c'est vrai que. Mais là pourtant le yen est intéressant, hein. Il est redescendu quasiment aussi bas qu'avant. 135 qu'avant. C'est vrai que ça revient intéressant, mais du fait que le dollar plombe un petit peu tous les matières premières, on le ressent à l'autre bout. En plus, quand tu tombes sur des versions exclusives qui étaient à 100 €, maintenant, quand elles sortent, c'est 120, 140. Et tu vois, parce que au fil du temps, tu as quand même plusieurs gammes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la première Figma en 2008 qui a été sortie, c'est une version SP, une spéciale. Parce que c'est Aoi Suzumiya, voilà, avec son jeu PS2 qui est sorti. Je vais pas dire son nom, ouais. Voilà. Oui, tu vois, même écrit, je peine, hein. C'était une version donc SP. Voilà. Déjà, c'était une figurine spécifique avec donc ce jeu. Alors, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai que les SP sont toujours généralement avec un jeu vidéo. Tu prends les Sabers, tu prends les Black Rock Shooter. Alors, ça peut être du jeu PSP, du PS Vita et ainsi de suite. Bon, voilà. Tu payes ton jeu, la figurine. Même si tu veux que la figurine, t'es obligé d'avoir le jeu. C'est ça, à moins de passer par une seconde main. Ah, voilà, mais bon, c'est pareil, voilà, comme on disait, les tirages étant quand même assez faibles, encore plus dans ces gammes-là, tu peux pas te louper, la préco, tu y vas tout de suite, parce qu'après c'est mort, quoi. C'est ça. Puis après, parce qu'ils sont quand même sympas, il n'y a pas que les gammes standards, t'as les gammes SP spéciales, et t'as les X aussi, qui sont des versions à tirage limité, mais sur salon. Donc là aussi, pour réussir à les trouver, soit t'es à un salon, soit tu te payes un prêt plein pot selon les boutiques ou les autres vendeurs, et après seulement tu arrives sur les gammes, on va dire standards, hein, qui sont donc sur les 3 chiffres, avec par exemple, comme on parlait au tout début, de la Saber Light, c'est-à-dire la bleue, hein, tout simplement, qui est la version 0.3, et quand je rappelais aussi au tout début, maintenant on est à 251. C'est que ça en fait du monde. C'est ça. Ils sortent quand même à une certaine vitesse, hein. Ouais, avant on en avait une tous les 1 mois, 2 mois. Maintenant, généralement, c'est 2 à 3 par mois.
Donc, ce qui est pas plus mal, ça prouve que ouais, ça fonctionne, voilà. Ah oui, voilà. Mais il faut pas être fan de trop de licences, par contre. Ah oui, ça, c'est pas bon. Ou alors, faut le collectionner que ça. C'est exactement ça. Ouais. Et chez Charles, le problème. Ça reste quand même une sacrée bonne collection, hein, parce que ça permet de. Je trouve que c'est un bon palliatif quand on aime une licence, souvent, bon, il y a des statues qui ont une bonne gueule. Mais trop de place. On va les prendre pour cause de place, ou alors de prix, et là, en fait, on a l'exact, comment dire, mélange entre les deux. On a l'action figure, et on a le rendu statue. Donc c'est le compromis parfait, en fait. Bah en plus, ils ont refait, c'est pour ça aussi. Alors, il y avait les Nendoroid, on en a un petit peu parlé comme ça, qui existaient avant. C'est des versions chibi, voilà, un peu déformées. Pareil, ils ont multiplié les gammes. T'as eu les chibi normales, enfin les chibi, pardon, les Nendoroid. Il y a eu les mini. Ils ont encore sorti une nouvelle gamme dans les Nendo. Parce qu'il y a eu aussi des demandes d'avoir des toutes petites Nendo. Parce que quand t'es gros collectionneur, t'en as trop, ça prend trop de place. Ah, oui, je vois exactement de quoi tu parles. Ma compagne en a un sacré paquet. Bah voilà. Mais voilà, c'est pas mal aussi, mais bah forcément, quand t'as une gamme, tu dérives forcément sur l'autre. Voilà, les différentes déclinaisons, il y a des moments, bah tu te laisses quand même tenter, c'est le but. Oui, il suffit que t'aies un personnage qui soit en commun dans les deux et que tu apprécies, bon bah voilà. C'est clair. Et ce qui est sympa, bon, on avait déjà vu des compléments avec des véhicules, des choses comme ça à côté. Là, ils ont présenté, il y a, bah justement, on parlait du live de la semaine dernière, des chevaux. Qui, alors, exact. Donc Maritain m'avait montré en gros plan et autres parce qu'on avait vu pour l'instant que en image. C'est pas mal, mais c'est pas encore ça. Donc il y avait un blanc et puis un marron. Les chevaux de loin sont bien. Par contre, bon, articulés au niveau des pattes, t'en as 3, il y a pas de problème, mais t'as quand même pas mal d'espace, que ça soit au niveau de la croupe. T'as quand même des, bon, après c'était des protos, hein, donc faut prendre aussi voilà des gants avec ça. T'avais quand même pas mal de jeux. Le coup en plus, par exemple, t'avais pareil, c'était juste une montée-descente. Tu peux pas faire de gauche-droite. Donc soit tu fais au bas, ou sinon tu tournes le coup. Donc forcément ça part tu l'inclines en rotation en fait. En rotation, voilà. Donc, et c'est un truc après tout con, on verra après si ça change, mais les oreilles des chevaux sont pas mouvables. T'as pas de ball joint. Ouais, elles sont pas mobiles. Et c'est vrai que, ouais, ah oui, petit détail aussi, au niveau de la queue, elle est, bah, t'as juste à la base. Tu peux pas lui donner un mouvement, voilà, ondulatoire ou des choses comme ça. Et ce qui est bizarre, parce que quand tu regardes les cheveux de certaines filles, enfin, c'est oui, juste... tu peux, voilà, c'est rien. Et pareil, tu prends la selle. Comme elle avait dit, c'est un proto. Hein. Oui, c'est un proto. Ouais, c'est rien de définitif. Ils sont au courant, il y a eu toutes les remontées faites. Bah, pareil, comme elle disait, la selle, c'est, voilà, c'est brut, hein. T'as pas trop de détails, t'as pas de broche dessus, c'est monochrome. Voilà. Par contre, t'avais des lanières en tissu. Sur le corps du cheval. Ouais, mais comme le filet aussi, hein. Voilà. Ah, d'accord. Le filet, le mort, se rajouter Non, le filet et le mort sont en tissu. Bah, comme la cape de Berserk, en fait. C'est le même tissu. C'est presque dommage. C'est un petit peu. Enfin, ce qui est bien déjà, c'est qu'on arrive. Voilà, on peut déjà féliciter Max Factory d'avoir pensé à sortir. Ben voilà, des animaux. Voilà, ça peut être très bien pour faire des mises en scène. Je pense avec Link. Ça peut être vachement sympa. Je serais pas surpris qu'ils sortent une Epona. Si les chevaux marchent bien. Cherche pas, c'est obligé. Je serais pas surpris qu'ils sortent une Epona. Non, là, les chevaux, je pensais plus, par exemple, aux Attaques des Titans, tu vois. Ouais, tout à fait, exact. Ouais, parce que de toute façon, même si moi, je vois bien une sabeur dessus, c'est mort. Avec la jupe, ça passe pas, quoi. Ou une sabeur zéro. La première, c'est même pas la peine, hein. Oui, non, à part éventuellement celle qui est sur une moto. Ouais, bah, la zéro, c'est ça. Voilà. Après, les autres, c'est un peu lourd. Mais, non, mais, et après, tu regardes le cheval. Ouais, le cheval m'a clairement fait penser, mais là, par contre, je le préfère. C'est celui qui est avec Rao, tout simplement, de Kutonoken de chez Revoltech. Ouais. Alors, par contre, il est beaucoup plus mastoc, hein, parce que, bah, c'est, comment il s'appelle déjà son cheval? Oku, non, enfin bon, bref. Jolly Jumper! Ouais, enfin bon, celui-là, c'est la version méchante, hein, par contre, hein. Ah,
Hachi Parmentier, non? Ouais, bah, il t'explose un gars en un coup de sabot. Alors écoute. Ah, bah, en version FR, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que le cheval, voilà, t'as les oreilles qui bougent, t'as tout, il est magnifique, t'as pas trop de jeu, il est absolument magnifique, mais c'est sûr que c'est vraiment un truc vraiment mastoc, parce que c'est pour aller avec Rao. De toute façon, tu regardes le cheval dans l'animé, bon, sachant déjà que le créateur a quand même des problèmes de proportion. Oui, c'est ça, le cheval de Rao, il a un look particulier, il a une personnalité. Alors que là, les chevaux qu'ils ont fait pour Figma, c'est des chevaux de base, en fait. C'est du basique, quoi. Faut que le sujet principal, ça reste le cavalier. C'est ça. Mais bon, n'empêche, même s'il y a beaucoup de défauts, c'est un proto et il est vraiment prometteur. Ça augure du bon, on va dire. J'étais déjà content de la moto de Cyber, qui était vraiment bien foutue. Et je trouvais justement que du coup, ça manquait de véhicules, d'animaux, de montures pour pouvoir jouer avec les figurines, quoi. En parlant de véhicules, justement, parce que on a quand même Freying qui nous avait sorti des animaux véhicules. Oublie pas. Les mini-lions, alors c'était pour les samouraïs et compagnie, ou même, c'était quoi, un mini-panda sur roue. Avec, un petit volant au-dessus de la tête. Façon un peu, tu sais, comme les voitures que t'as pour gamin dans les supermarchés, dans les zones commerciales. C'est ça. En fait, tu mettais ton personnage dessus. Bon, voilà, t'as eu ça. En Endoroid, il y a bien eu le lion, le Saber. Le Saber, c'est clair. Qui était magnifique. Il y a eu des vélos, scooters, voilà, enfin plein de petits trucs comme ça. Et justement, la moto que tu parlais, c'est du X-Ride. Où là, voilà, c'est effectivement plus adapté. T'as aussi le monocycle de Gantz, ou comme j'ai fait la revue il y a pas longtemps, la moto GP de Racing Miku. Donc c'est vrai que on peut trouver aussi quelques véhicules qui sont pas mal, des pneus caoutchouc, c'est quand même fort. À l'heure d'aujourd'hui, même tu regardes dans les Transformers et compagnie, c'est des pneus plastiques. Pour les modèles grand public. Voilà. Mais voilà, du caoutchouc, il y a plus beaucoup de gammes, même dans la version, la collection, où tu en trouves dans les pneus. Là, ils en ont mis. C'est une belle attention. Ça permet une meilleure finition, j'ai envie de dire. Oui, c'est clair. Mais ils sont pas obligés. C'est sûr. Contrairement aux normes des autres, c'est vrai que ils se distinguent aussi là-dessus, c'est ça qui est sympa. Après, voilà, ce qu'ils ont fait aussi il y a quelques temps, c'est des nouveaux stands pour faire carrément des dioramas, donc c'est des stages. C'est des stands carrés, tout simplement, qu'on peut assembler verticalement ou à plat, pour faire comme ça des grandes plateformes. Soit t'imprimes tes fonds, en sachant qu'ils ont proposé 2-3 fonds, imprimés directement sur le site de Goosmile. Ou même dans chaque fois que t'achètes une Figma, t'as un petit fond carré qui permet comme ça d'habiller en couleur, justement cette partie-là. Bon, ça fait un petit diorama, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que ça revient quand même assez cher. C'est comme les stands de Gunpla, en fait, qui font des hangars. Si tu veux te faire un truc super, ça te coûte la peau, voilà. Oui, les modules. C'est ça. C'est magnifique, mais voilà. Tu peux t'en prendre un ou deux, mais pour faire une vraie plateforme, moi je vois mes étagères, elles font 70, 60 ou 70 de large. Ça dépend de l'échelle des figurines que tu mets dedans. Bon, l'avantage là, les Figbox, c'est toute la même échelle quasiment. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que tu as des emplacements, que ça soit que tu les positionnes verticalement, à plat ou autre, tu peux mettre tout simplement les tiges pour aller faire les actions, dans les airs ou autres. Voilà, tu fais vraiment les poses que tu veux là-dessus, c'est ça qui est pratique. C'est limite des playsets en fait, finalement. Ouais. Parlant diorama, on a les Figma Plus qui sont arrivés en 2014. Alors ça, par contre, je les ai vus que sur le blog. Je les ai jamais vus en vente. C'est des mini dioramas. Il y a une salle de classe et une petite rue pour placer une ou deux figurines. Pareil, on peut user des gabarits, des choses comme ça. Oui, ça non? Non. C'est pour les Figma. Enfin, ça fait partie Figma Plus. Après, effectivement, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est pas large, hein. Ça fait à peu près, le carré ou 2 carrés de D-Stage. Mais, faut taper Figma Plus. Voilà. Il y en a 2. La première, c'était juste un fond cartonné dans la boîte, tout simple. Et aujourd'hui, maintenant, t'as un truc prédécoupé à la forme du stand pour pouvoir poser dessus. Mais, moi, des D-Stage, ça me reviendrait trop cher pour ce que je veux faire. Ce que je fais, c'est juste, mon petit stand, mon petit papier pour le stand qui est fourni de base, et puis voilà. Ça permet de décorer, et puis comme ça de personnaliser un peu. Ça individualise le stand, quoi. C'est ça.
Et en 2014, ils continuent toujours avec les figues fixes. Alors là, c'est un peu particulier. On a une fusion entre les statuettes et les figurines d'action. On reprend du 1/12e, comme pour les Figma. Et ça permet comme ça de donner des poses qu'on pourrait pas avec justement les Figma, ou vraiment attitré par exemple sur une illustration et compagnie dédiée à un personnage. Ce qui n'empêche pas, on peut utiliser les accessoires ou même simplement les visages pour comme ça personnaliser un peu plus ou donner une nouvelle expression à la Figma, ou inversement. On peut utiliser comme ça les anciens visages, tout ce qu'on a pour la figue fixe. En fait. C'est ça. Et c'est pas mal. La première, c'est Shimakaze de Konkole, mais en version Battle Dommage, donc c'est-à-dire avec la tenue abîmée. Il y en a d'autres, hein. Pour l'instant ils sont sortis que là-dessus. Ouais. Il y a Conan aussi, un personnage de détective Conan. Et voilà, à voir. J'ai préco la première pour voir ce que ça donne. Pas sûr que je fasse le reste, mais c'est juste comme j'ai déjà la Shimikaze en Figma, pour voir ce que ça donne. Ça fera un truc de plus sur l'étagère. Là, ce qui était intéressant là pour celui du détective Conan, c'est que finalement ils ont sorti un combo. C'est-à-dire t'as Shinichi Kudo qui fait 9 cm, donc qui est une figue fixe, qui a une tête articulée. Donc voilà, et donc tu peux lui mettre après plusieurs bras pour prendre des poses différentes, mais voilà, les statiques, c'est ce qu'on appelait nous avant dans le jeu américain des staction. Donc figurine display, action figurine statique. C'est ça, c'est du display comme McFarlane peut faire, des choses comme ça. Et ils ont sorti la Figma du criminel. On peut voir aussi dans Détective Conan. Et donc elle, qui est totalement articulée. C'est une Figma. Voilà, qui est complètement articulée là. Et donc c'est assez marrant parce que on pouvait se dire effectivement sortir une figurine de Kudo en Figma de 9 cm, c'était pas très pertinent, et là je trouve que ça se marie bien, quoi. Ça marche bien. On en a parlé justement avec le contenu, mais on va peut-être quand même y arriver à la boîte, hein, c'est quand même pas mal. Moi j'ai déjà indiqué, hein, la boîte, je pourris le grenier de mes parents, c'est simple. Je joue à Tetris chez eux. Donc moi j'ai résolu le problème. Après vous, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à balancer. Alors autant tout ce qui est blister. Ouais. Je vais prendre côté je suis collectionneur de figurines Motu chez Mattel. Bon, là c'est des figurines en blister. Alors là il y a aucun problème. Je prends le cutter, je fais péter la bulle. De toute façon c'est du jouet nouveau, donc pour moi un jouet. Libérez vos jouets. Hein, ça j'insiste là-dessus. Libérez-les, faites-les vivre. Ce sont des jouets, ils doivent être faut les manipuler. Le cutter est votre ami. Donc voilà, donc moi j'aime bien jouer avec et tout. Voilà, j'arrive pas à garder dans une boîte. Et ce que j'aime bien justement dans ces jouets japonais, qu'on trouve aussi chez d'autres concurrents, c'est que finalement tu peux ouvrir la boîte, tu peux prendre ta figurine et tout, et tu peux la remettre dedans, quoi. Alors l'inconvénient, c'est que ça prend vachement de place, quoi. Parce qu'en plus, tu peux même pas plier la boîte, étant donné qu'à l'intérieur, tu as un support non pas en carton, mais en plastique. C'est du thermomoulage. Voilà, il y a les inserts en plastique, quoi. Donc, tu es foutu. Tu mets des petites boîtes dans des plus grands cartons, même dans un carton. Dans une maison, enfin dans une pièce, dans une maison. Voilà. Et attends, et le problème des boîtes de Figma, c'est qu'elles sont de plus en plus grosses. Oui, m'en parle pas. Ah, j'ai vu, j'en mets de moins en moins dans les cartons. Les attaques des titans, quoi, la boîte des figurines, des licences attaques des titans, elles sont énormes, quoi. Bah, faut dire qu'avec le temps, ouais. Puis en plus, tu gagnes en accessoires. C'est vrai que leur pack, il prend de la place quand même. Aussi. Bah, c'est ça qui est vraiment bien, en fait. Ce que je trouve dans Figma, finalement, c'est que quand t'as un produit, généralement, t'as tout. Enfin, t'as tout, t'as plusieurs jeux de main, t'as le stand, t'as plein d'accessoires, plein d'armes, enfin vraiment, des fois plusieurs coiffures pour ta figurine, t'as des effets sur certaines, enfin voilà, c'est complet, c'est quelque chose de très complet, quoi. Voilà, t'as de quoi faire le plus enfin recréer le plus de scènes possibles. Ah, bah moi c'est simple, j'ai opté pour un truc tout con. Bon, après, c'est mon côté graphiste qui parle, mais moi, je conserve tout ce qui comprend des artworks. Donc, l'emballage extérieur, tout ça, je garde. Les cartes des blisters, je garde. Tout ce qui est plastique insert, ça part à la poubelle. Ouais, comme avec les transformers. Je peux aplatir. Je les fous dans des porte-cartons, des trucs comme ça, et ça prend pas de place.
Par contre, les porte-cartons, qu'est-ce que tu en as? Ah bah, il faut que tu les aies accumulés, c'est comme les trucs dans lesquels ils vendent les posters en magasin, hein. C'est tout bien serré côte à côte, ça te prend pas plus de carton, pas de place qu'un gros carton de boîte, en fait. C'est clair. Voilà. Donc, libérez vos jouets, exactement. Ouais. Le cutter. C'est ça, soyez membre du FAF, le Freedom Action Figure. Ah, ça fait longtemps. Je connais celui-là. On a fait tous partie, enfin tous. Du Ça. moins, Remarquera d'ailleurs on en fait partie. Après, Greg, je sais pas si t'en laisses quelques-unes enfermées dans les boîtes d'origine. Non, moi j'ouvre tout. Enfin voilà, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est jouet récent, je l'ouvre, et quand pour du vintage, généralement j'ai très peu de. Ouais, même si c'est des jouets en boîte, je me suis arrangé avant pour que la boîte soit déjà ouverte, parce que j'aime bien déjà voir ce qu'il y a dedans, et ce qui permet de sortir le jouet, de le manipuler, de voir l'état dans lequel il est. Ben moi, j'ai donc, pas voilà, peur de. Sinon, ça fait un petit peu. Voilà, est-ce que le jouet est dans la boîte ou pas? C'est vrai que sur les boîtes fermées, c'est. Ouais, ça peut comprendre. Voilà, Le jour où tu décides de l'ouvrir et c'est juste une patate dedans, t'as un peu l'air con, quoi. Ouais, je pense aussi. Mais je suis sûr que ça doit exister. Hein, mais bon, après, sûrement. chacun voit midi à sa porte dans sa collection. Mais Par contre, tout ce qui est figurines sur carte. Ah, non, j'en ai jamais ouvert de jouets vintage comme ça en carte. Généralement, je respecte le jouet sur carte. Enfin, quand je dis vintage, hein, moi, c'est aller jusqu'à 86-87. Après, ça s'applique pas trop, quoi. Moi, je peux pas, je suis comme Edouard aux mains d'argent. Même une bulle, je la coupe. Ah oui, mais nous, on est beaucoup plus extrêmes. Ah ouais. Moi, je me rappelle de TF qui a 84. jamais été ouvert, rien à foutre. Hein. C'est ça. Le cutter, il part tout de suite. C'est clair. Alors, D'ailleurs, proprement. j'en ai traumatisé plus d'un. Ouais. Pareil. C'est fait proprement, mais c'est ouvert. Je vois dans les membres de la rédaction de Toys Mag, il y a de tout, hein, dans le parti pris. Hein. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des losers, donc qui veulent que du lose. Et voilà. Et puis il y a des purs collectionneurs. Mais non, Yuzo, non. Je t'ai entendu à 10 km. Il y a des collectionneurs. J'ai dit encore. J'ai entendu les ondes. Oh la vache, le rire avec l'écho, mais c'est juste pas possible. Mais d'où vient cet écho? Moi, j'en ai pas. Alors, j'en ai. Qui est le collectionneur hardcore et qui lui va acheter même du jouet vintage, qui va vouloir un jouet parfait en boîte, donc vraiment la perfection, quoi. Quasiment ce qu'on appelle des fresh cards. Enfin, on n'est pas là pour faire un podcast sur le vintage, mais et qui vont les conserver. Par contre, s'il a une boîte voilà, qui est vieille mais qui a des pètes, la bulle elle est jaunie ou elle est craquelée, il va faire sauter la bulle, quoi. Et ce qui lui permet d'avoir dans sa collection un jouet en loose, mais perfect. Bah après, t'as aussi une carte fraîche, quoi. Voilà. Je sais plus il y a quelle société, c'est souvent sur les motus que t'as ça, ils te proposent carrément des blisters neufs, réédité et compagnie, pour voilà, te refaire quelque chose si ton blister est abîmé ou ta bulle abîmée, justement, bah, pour refaire, entre guillemets, un aspect neuf. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, c'est sympa. Après, il y a les fameux AFA. Oh non. Qui sont juste une aberration pour moi. Enfin, après, bon, chacun fait comme il veut, hein. Je respecte, mais je comprends pas le principe d'avoir un jouet en boîte. Dans une autre boîte. Dans une autre boîte en plastique qui ne te permet pas de toucher ce jouet. Ouais. Voilà. Enfin, moi, c'est fait pour manipuler. C'est personnel, je juge pas. Ouais. Les gens qui sont adeptes de ça, moi, ça me parle pas, quoi. Non, mais c'est vrai que les AFA, moi, je conçois pas, quoi. Quand, à la limite, t'as un loose. Et que tu veux vraiment garder une boîte nickel pro, tu vois, bon, bah, tu peux te dire, à la limite, tu la protèges dans un truc en plastique pour être sûr qu'elle soit pas abîmée. Mais jamais pouvoir toucher l'objet à l'intérieur, donc c'est... Autant prendre une photo et l'afficher dans une armoire, quoi. On va aller attaquer des petits soucis, puisque comme, voilà, toute production, quelle qu'elle soit, bah, il y a forcément des petites erreurs, que ce soit fabrication ou manipulation, quoi que ce soit. Donc, on l'a dit au tout début,
c'est du PVC de l'ABS en termes de matériaux, qui ont forcément évolué en termes voilà de qualité, de gravure, même que simplement de composition. Hein. Moi personnellement, j'ai surtout les plus anciennes figurines qui sont devenues un peu comme les Busoshenki par exemple de chez Konami. C'est la Saber V1, donc qui était la numéro 3 de la, donc voilà, qui est quand même assez vieux, et la Kanu de 010. Et là effectivement, c'est surtout les cheveux qui deviennent collants. Donc ça on connaît, hein, comme beaucoup de jouets ou même simplement d'autres choses, c'est souvent le vernis qui attaque le plastique en fait. C'est une réaction chimique avec le temps. Exactement. Et là le seul moyen c'est de temps en temps, un petit bain moussant pendant une nuit, et puis après rincer à l'eau claire. C'est encore la seule chose j'ai pu trouver qui est assez efficace. Je le fais 2-3 fois, et depuis ma Saber, c'est bon. Elle est intacte. Des Busoshenki, par contre, je suis obligé de le refaire quasiment tous les 6 mois, surtout sur Traft, qui est quand même pas mal attaqué sur ce problème-là. Mais voilà. Depuis, c'est juste ces deux seuls-là. On va dire c'est pas méchant. Après, je sais pas si toi, Cerberus, au niveau de ta Saber, ce qu'elle donne, ta V1. Moi, elle bouge pas. Bon, ça m'arrive de la changer de pose, mais c'est assez rare. Mais quand je la manipule, j'ai pas trop de problèmes. Par contre, je dirais plus que c'est au niveau des vêtements, moi, qu'il y a. T'as la réaction qui est classique sur tout ce type de plastique un peu caoutchouteux, qui fait qu'au bout d'un moment, il colle. Ah oui. Non, il colle. D'accord. Tu sais, quand ils sont collés contre une autre partie en plastique, au bout d'un moment, il y a une adhésion chimique qui fait qu'ils sont un peu collés. Des fois, tu peux un peu tirer pour séparer la pièce, quoi. Et ça peut être très mauvais si ça tombe sur une pièce qui est peinte. Ah ouais, là, t'arraches tout. Ouais. C'est ça. Il y a qu'à voir, par exemple, on va donner certaines marques qui utilisent du chrome, par exemple. Si t'as quelque chose de posé dessus, ton chrome, ça s'enlève, et voilà. Une petite tache. C'est pour ça qu'il faut les transformeurs caoutchouteuses, il faut penser, ça peut paraître idiot à dire, hein, mais il faut penser de temps en temps à les articuler, à les bouger, à faire vivre un peu le caoutchouc, en fait. C'est ça. Après, justement, puisqu'on parle des articulations, beaucoup de personnes se plaignent sur les forums de casse de ball joint. Personnellement, j'en ai qu'une, et c'était un problème de fabrication. C'était la fameuse Drossel, la toute première, donc la petite figurine qui était en partenariat avec Disney et les studios japonais. Et elle est arrivée, comme beaucoup de monde, c'était une épaule cassée, tout simplement. Le seul problème que j'ai eu sur une Figma, je pense que c'était la Samus, où il y avait un des trous d'un des bras, donc la fixation de l'épaule en fait, et le cerclage du plastique qui est censé maintenir la boule était légèrement plus écarté. Et en fait, c'était dilaté, je sais pas comment d'ailleurs, probablement à la production, et il tenait plus correctement le ball joint. Mais c'est le seul défaut que j'ai eu de toutes mes Figma, quoi. Mais tu vois, après, ça, c'était vraiment un problème de production. Je l'avais laissé de côté quelques temps, puis après, j'ai trouvé sur le net un tuto, un achat de ball joint, no name, tout simplement. Je crois que j'étais passé par un Miami ou un truc comme ça pour les avoir, bon bref. Et un coup de forêt dans le torse tout simplement, de nouveaux ball joints. Bon, forcément, t'as pas autant d'amplitude de mouvement, mais ta figurine niveau esthétique, c'est fonctionnel et puis ça passe gentillet, quoi. Si j'ai une autre, mais alors pareil, ça c'est un truc qui était comme beaucoup de monde, c'est la figurine numéro 040 de 2009, c'est la Meiya Mitsurugi. Changer l'articulation du poignet, c'est plus parce que maintenant c'est du ball joint. Avant c'était justement on parlait des axes, c'était une tige avec un axe qui traversait la main. Et justement une de ces tiges là au niveau de l'axe, donc irréparable, tu colles, donc ça fait une main fixe entre guillemets, c'est le seul moyen, qui était cassée. Mais pareil, arrivé aussi comme ça, et j'ai vu avec les années que sur les forums, beaucoup de personnes avaient ce souci-là avec cette figurine-là. D'accord. Ça commence à refaire des soucis. Oui et non, tu vois, ça me fait 2 figurines, j'en ai 60. Depuis 2008, c'est pas méchant, hein. Et même si pendant longtemps, j'avais vraiment peur de manipuler les Figma parce que les ball joints sont quand même assez fins. En plus, ils ont une fabrication un peu particulière. Ça a été créé sur comme souvent en industrie, sur un coup de chance. Enfin, plutôt une erreur de production. C'est si je dis pas de bêtises, c'est un mélange de matière dure et un petit peu de gomme en fait, si on peut dire, ce qui a donné justement le ball joint de la marque. Et donc,
voilà, c'est une erreur qu'ils ont trouvé ça. Et c'est vrai qu'au début, les Bojons, tu sentais, ça avait l'air un petit peu fragile. Donc tu fais quand même attention, même si c'est toujours le cas, parce que ça reste de la figurine de collection. Mais il n'empêche, à part 2 défauts de production, j'ai aucune casse. Bah oui, pareil, à part ma Samus, sur la... Enfin, sur moi j'ai les Saber, j'ai une Mouvlou, exactement, j'ai Krishka, j'ai 2-3 autres trucs. Après, ma compagne a toutes les Blackrock, donc il y en a un paquet, et c'est le seul problème qu'on a eu. Voilà. Faut juste faire attention, mais même encore à l'heure actuelle, par contre ça c'est récurrent, c'est les couettes. Les Bojons sont vraiment petits, et vu que la couette, ça te fait quand même un grand morceau, ça te fait un levier qui est quand même assez important. Sur les anciennes, il y en a pas mal de gens qui ont eu des soucis. À l'heure actuelle, pas trop, mais ça reste à faire attention. Forcément, le mouvement, tu te prends facilement la main dedans ou quoi que ce soit, et là, ça pardonne pas. De toute façon, ça se manipule comme une figurine de collection. C'est voilà, aucun cas à jouer. C'est ça. Mais c'est vrai que même en faisant attention, ça peut arriver. Mais voilà, tout c'est vrai que je peux lire, ouais, Figma, c'est super fragile, il faut faire attention. Enfin, oui, il faut faire attention, mais au final, oui. Pas plus que... Voilà. Mais c'est vrai que pendant quelques années, j'ai eu des gros doutes. Disons qu'on n'avait pas le recul, en fait. C'est ça. Puis tu avais quand même un ressenti de fragilité. Parce que ta figurine, quand tu prends d'autres marques, justement, on va continuer là-dessus. La concurrence actuelle, c'est par exemple les SH Figuarts de chez Bandai, ou même si tu en prends d'autres, c'est un peu plus, t'as l'impression un peu plus costaud parce que les figurines sont moins sveltes, moins fines. Mais ça vient aussi du travail que fait Goosmile, voilà, avec les sculpteurs qui ont vraiment l'habitude de travailler sur quelque chose de très précis, très net, donc forcément plus de détails. Et quand tu prends des créations, comme les SH, elles sont un petit peu plus épaisses, t'as aussi cette impression que c'est moins fragile. Oui, il y a aussi la densité du plastique qui est pas la même. C'est ça. Même si, attention, dans les dernières, ils sont en train de remonter, bon, c'était déjà très bien, de remonter très fort. Tu prends les... et puis Greg va pouvoir la tester, les Sailor Moon, ouais, ils attaquent fort. Ouais, Sailor Moon, c'est vraiment... Enfin, si on peut comparer, parce que c'est vrai, il y a plus de personnages féminins quand même. Ça te permet de retrouver le corps, on va dire, le même type de corps, donc c'est plus facile à juger qu'effectivement du Sentai ou des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Mais là, je vois un petit peu par rapport aux différentes étapes. Là, comme je disais, par rapport à... J'ai récupéré il y a pas longtemps une Lamu. J'ai récupéré là cette semaine une Lamu, donc c'est la figurine 63, si je dis pas de bêtises, qui remonte à quelques années déjà. Ça sent la différence. Ouais, il y a une différence quand même. Je le vois par rapport là à une Ryuko déjà qui l'acquille déjà en comparant les deux Figma. Déjà dans le sculpte, dans les articulations, dans les épaules, les pieds, enfin la pointe des pieds, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. C'est dans le détail. C'est les petits détails qui font que c'est la facilité à tourner, à manipuler. Tout ça. Aussi un côté rigidité. Alors, les deux sont neufs, mais tu le sens quand même quoi dans le joint. Et quand tu compares à, bien sûr, on peut pas s'empêcher de comparer à une SH Figuart de Tamashii Nation, donc Bandai. Voilà, c'est vraiment, non, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est fin, mais ils sont, voilà, même si c'est quand même de la bonne qualité, ils sont vraiment très bons. Mais voilà, Goosmile reste effectivement, leur passé, tu le ressens. Ouais, mais c'est pas le même prix non plus. Ah non, effectivement, même si Bandai, ils aiment bien charger quand même la mule. C'est mais il faut comparer ce qui est comparable. Enfin, c'est toujours le même problème dans le jouet. Donc là, on est quand même sur des produits qui sont assez similaires, mais c'est pas... Voilà, je pense que les Sailor Moon sont tirés à beaucoup plus d'exemplaires. Ouais, oui. Bandai, de toute façon, c'est un rouleau compresseur. Vas-y, Muso. On parle d'une différence de combien? En termes de prix ou en termes de production? De prix. Une Sailor Moon, elle doit être aux alentours de 30-32 euros au Japon. Je parle du prix japonais. D'accord. Pas en prix en France parce que ça fausse un peu tout. Donc voilà, on est sur un produit qui est licencié parce que Sailor Moon, voilà, c'est une licence de la Toei. Donc voilà, faut bien prendre en compte. Si on prend un produit licencié chez Good Smile, on va être plus aux alentours de 40-45 euros. Quoi. C'est ça.
Hein. Voilà, donc il y a une bonne 10 à 15 € de différence. Après, tu vois la différence aussi sur les visages qui sont un petit peu plus fins, un peu plus colorés chez Figma. Et même pareil, tu prends parce que ça reste le plus parlant, entre guillemets, surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est la Saber, la 1 et la V2 qui est sortie il y a quelques temps. Le sculpte du visage est plus fin, la peinture est plus fine, et même les cheveux. T'as beaucoup plus de mèches, de détails là-dessus, même au niveau, par exemple, de sa ceinture qui attache les pans de l'armure, bah, tu vois mieux, tout simplement, les lanières, en fait. C'est plein de petits trucs, tu dis que c'était déjà de haut niveau, c'était vraiment bon, et ils font à l'heure actuelle encore un cran au-dessus, quoi. Alors, ils s'améliorent de plus en plus. Voilà. Ouais, tout à fait. Mieux, hein. Et c'est pas fini, à mon avis. Hein. C'est loin d'être fini. Hein. Ils ont encore plein d'idées chez Max Factory. Mais à côté de ça, pour en revenir quand même aux figures, ça reste des très très bons produits. Hein. Attention, on est quand même dans du jouet de collection. Voilà, on est. Ah oui, non, mais ça, y a rien à dire. On est dans de la figurine en plastique articulée de bon niveau. Hein. Pour du 15 cm aujourd'hui, bah, tu regardes. Il n'y a pas vraiment d'équivalent sur ces produits-là. Hein. Bah, tu regardes, j'ai les trois, ça s'appelle Shérif de l'espace. Pareil, tu retrouves les articulations. Alors, ce qui est sympa aussi, tu vois que c'est quand même du Bandai. Ils piquent de toute leur gamme. T'as quand même des articulations, même si le corps est plus petit, c'est une Misclo. Au niveau du coude, des épaules, tu retrouves des articulations qui sont utilisées effectivement sur les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, c'est normal. Les principes, c'est les principes. Ouais, le principe, ouais. Mais c'est vrai que la figurine est belle. Par contre, ça c'est un truc que Guzman ne maîtrise toujours pas, mais ça se comprend parce que sur tout ce qui est statue, t'en as pas, c'est le chrome. Ils en ont pas. Ils ont du doré, ils ont du mat, mais le chrome, ils ne maîtrisent pas. Sur les Figma. Ouais, sur les Figma. Ah oui, parce que les dorés avec du chrome, il y en a. Hein. Oui, voilà. Mais en Figma, t'as quasiment rien. Bon, après, tu me diras, il n'y a pas beaucoup de figurines qui s'y prêtent. Parce que Bandai, Takara par exemple, avec les Transformers ou autres, ça ils sont habitués au chrome avec plus ou moins de succès, mais voilà, ça ils en ont dans leur production. C'est vrai que tu le dises, je vois pas de chrome. Non, c'est toujours mat. C'est même comment il s'appelle, celui de Axel World, le Silver Cross, hein, qui finalement il y a. Non, il est mat. C'est du mat. Bon, après, bon, c'est sûr, au moins, tu vois pas les traces de doigts, c'est moins fragile. Donc, mais ouais, je faisais la remarque, j'ai repensé ça il y a pas longtemps. Bizarrement, il n'y a pas de chrome chez eux. C'est peut-être dû au plastique, hein. Ouais. Je pense qu'ils doivent pas aimer au niveau adhérence ou autre. Ou même peut-être leur contrôle qualité, hein. Peut-être qu'ils jugent ça, trop fragile, peut-être, ou. Je sais pas, parce que je sais que le plastique d'Android est légèrement plus dur. Ouais. Au niveau des corps. Parce que comme c'est plus petit, il faut que ce soit plus. Ouais, et puis en plus, c'est plus dense. Hein. Tu le sens, le plastique, il est quand même plus dense, plus dur, en fait. Donc, et les figurines, c'est bien vu. Effectivement, j'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de chrome sur les figurines, j'avais jamais fait attention, mais maintenant que tu le dis, c'est pas plus mal, hein, finalement, ça évite le côté miroir à doigts. C'est ça. Mais après, t'arrives à faire du Takara avec du chrome, ça va. Tu fais du chrome Hasbro, vaut mieux pas en faire. En même temps, il faudrait voir ce que ça va donner là sur la prochaine figurine qu'il a qui là, où justement il y a un accessoire qui est spécial. Hein. C'est les deux sabres de la figurine qui vont être des accessoires spécifiques sur Coup de Smile, hein. Enfin sur le shop. Les armes ont l'air ont un petit aspect chromé quand même. Alors je sais pas si c'est les photos qui font ça ou quoique non, hein, c'est de la peinture. Je vous donne je vous invite à regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je mettrai le lien à chaque fois dans les. Ouais, on est habitué aux photos Hasbro, alors vraiment je devrais pas le voir. Tu m'étonnes. Non, c'est Satsuki. C'est du. Star Satsuki. Voilà. Satsuki, là, je vous la donne. L'épée, là? Ouais, l'épée. Tu parles. Pas la garde? rouge. Ah non, c'est pas ouais, la garde du grand sabre, du grand katana. C'est la même peinture que pour... C'est ça. L'animé aussi, hein, pour l'avoir vu. Bon, après, c'est par ceux qu'on fait Gurren Lagann. Hein. Donc, c'est très space. C'est entre... c'est sympa. C'est entre les Queen's Boob et c'est ça. Gurren Lagann.
Mais par contre, on voit que l'animé, ils ont pas eu le budget. Ils ont eu des coupes, ils n'avaient pas le gros studio derrière qui leur permettait de faire encore plus what the fuck. Il y a de temps en temps des animations, des rendus, c'est bien, mais c'est pas au même niveau. Après l'histoire, ouais, c'est capillotracté, hein, c'est dans le même style. Ouais, c'est marrant, c'est drôle. Oui, non, mais voilà, j'ai regardé au bout. Putain, c'est un truc foufou, quoi. Voilà, Ouais, je les ai enchaînés un week-end, j'ai rigolé dessus, voilà, ça c'est clair. Moi, je prends plaisir à le regarder, c'est drôle. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Ça fait du bien, des fois, un peu. Pour qu'il like, ouais. Tout à fait. Il ne faut pas cacher, hein, c'était bien l'intention dès le départ. Hein. Ah ouais, carrément. Voilà. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils... Enfin, bon, quoi tu me diras, c'est peut-être une question de popularité d'un produit ou non, mais j'aimerais bien, c'est qu'ils finissent les licences qu'ils entament. La Darksaber, on veut la version Dress Alter. Une pétition, bordel. Un casual alter, ouais. Oh putain, mais Maritain. y a pas que ça, hein. Regarde par exemple, je disais l'Axel World. On a vu plein de protos. Ah oui. Mais tu sais, Maritain, elle va nous prendre pour des fous à force, hein. Parce qu'à chaque fois, que ça soit au stand, que ça soit sur Internet ou autre, je demande la Saber. Elle va croire qu'il y aura peut-être par l'avoir comme ça, hein. Bah écoute, mais ils vont se poser des questions, je pense, hein, si c'est pas déjà fait. Non, mais ils finiront par la sortir un jour, de toute façon. C'est comme les Madzing Kaiser chez Bandai, hein. C'est au bout d'un moment, quand t'as plus d'idées, faut bien en sortir une, hein. Ouais, oui, il y a un truc qui est intéressant, c'est quand même que Goodsmith Company a fait une enquête. Oui, avec ce qu'on voulait, les compagnies. Voilà. Et là, c'est fait, vraiment... c'est marqué. Ouais. C'est marqué dessus. Et là, on pouvait vraiment se lâcher, alors que ça soit pour Nendo, pour Figma, pour Fitchix, autres. Là, on pouvait vraiment donner nos souhaits par rapport à des licences ou à des figurines ou même des rééditions de produits qui avaient pu être faits depuis longtemps. Là, ce qui est dommage, c'est que le questionnaire est clos. Était clôturé, mais c'était intéressant parce que du coup, il y a plein de trucs qui me font rêver en animé, quoi. Même si c'est vrai, par exemple, ce qui est dommage, Cobra, finalement, on a 3 figurines, quoi. C'est ça. Alors que l'univers est très large, on aurait aimé avoir une Dominique, quoi. Enfin, ou même simplement Cobra. Le truc que je reprocherais, c'est qu'ils finissent pas souvent toutes les licences, en fait. Alors après, je comprends, hein, ça fait compliqué en termes de vente, si ça se vend moins, ben voilà. Oui, ça, oui, forcément. Moi, ce que je regrette aussi, c'est donc voilà, pas finir les licences. C'est vrai que ça serait bien de proposer quelques produits supplémentaires, quoi. Pourquoi pas faire après c'est un point de vue marketing, hein, pourquoi pas faire des comment ça s'appelle, des abonnements ou des choses comme ça, quoi, des licences ou même en crowdfunding, hein, à la rigueur. Parce que finalement les précommandes 6 mois à l'avance. Oui, c'est pareil. C'est pour remplir le cahier de commande et produire la quantité exacte de la figurine. Donc en s'engageant à la payer, quoi. Donc voilà, c'est une forme de... Voilà, ça serait intéressant de tester sur des produits qui ne sont pas sûrs de le faire, combien de personnes seraient prêtes à le prendre, quoi. Bah, c'est ça. Après, faut voir au niveau de eux comment ils peuvent s'arranger sur leur planning, parce qu'il faut qu'ils puissent les placer après les produits. Et puis il y en a de plus en plus, hein, quand même. On est à 4 par mois, là, en ce moment. 5 par mois. Donc, Mais mon dernier colis, il est arrivé avec 3 plus la moto. Ouais, donc ça fait mal, quoi. Voilà. Mais à côté de ça, on se retrouve avec, je sais pas combien, la Tsune Miku. Oui, bah. Donc, voilà, la version Racing, c'est une version Racing. C'est le syndrome, comment il s'appelle? C'est le syndrome Madzing Kaiser. Oui. Et chez Bandai, ça s'appelle... Bandai Madzing Kaiser qui sort... c'est le syndrome Martin, j'ai envie de te dire. C'est le Martin à la plage, c'est le Martin va faire ses courses, c'est le Martin va faire... T'as un truc et ils le sortent parce que le perso marche et ils vont te le sortir dans toutes les versions possibles. Après ils te le ressortent avec les nouvelles versions, enfin les nouvelles process de fabrication actuels et comme autres. tu disais, la première Figma, là, comment elle s'appelle, Harui, je sais plus trop quoi, elle est sortie, je sais pas combien de versions. Bah oui. Mais tu regardes chez Bandai. Vocaloid, c'est pareil. Chez Bandai, on a avec les Miss Clone, on a les Senseiya, enfin on a Seiya, je veux dire. On l'a combien, hein? C'est en ski aussi, c'est pareil. Il y en a 10, si c'est pas plus. Ouais, il y en a, on a même plus. Les gens en ex, il y en a une. J'avais fait une fois sur le forum. Je crois qu'il y en a 4. 4 ou 5 en ex version, ouais. C'est ce qu'on appelle les persos de masse, quoi. Voilà. C'est le personnage souvent porteur de la licence, ou voilà, reconnaissable facilement, mais bon, ouais, c'est trop. Ouais, mais en même temps, les gens disent qu'ils l'aiment pas. Enfin, je pense pour ces. Ah oui, non. C'est
clair. Ils l'aiment pas justement parce qu'il y en a trop. Mais ils le veulent. Ouais. Mais ils le veulent quand même. Mais pour en revenir à Figma, donc effectivement, poursuivre les gammes qui ont été lancées. Mais ça serait aussi, et c'est là que je trouvais intéressant, c'est que finalement on voit qu'il y a des vieilles licences qui ressortent. Et moi, il y a un truc dont j'ai toujours aimé, des belles figurines de l'Odo Soir, quoi. Oh là là. Voilà. Avec les dragons et tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, des belles figurines, des belles Figma l'Odo Soir, ça serait juste génial, quoi. Ou même un truc tout bête, une Akira avec la moto. Et, tout à fait, Kaneda sur sa Kaneda, moto. ouais. C'est pas Bandai qui a la licence pour Akira. Si. Si, c'est Bandai. Bah, il y a McFarlane aussi qui avait la licence pour on avait sorti à une époque. Vraiment... Le pire, c'est qu'il y a les protos, c'est pas comme si genre le truc n'était pas déjà entamé. Je prends je reviens sur les Axel World. Il y avait je sais plus si c'était au Toy Fair ou, enfin bref, il y avait eu une expo et on avait tous les protos des autres persos. Mais je les ai jamais vu sortir. Bah, t'as aussi, comment il s'appelle, un animé en 4 ou 5 volumes, c'est Kara, je sais plus. C'était une nana qui était, en plus ils l'ont sorti en version scale, qui est avec un kimono rose, qui est magnifique, un sabre à la main, et ça effectivement, elle était en proto Figma, et puis ça s'arrêtait là. En sachant que comme c'était un proto, elle avait les vêtements tissus, comme la cape de Berserk. D'accord. Mais voilà, ça restait ça. Alors je sais pas si c'est un problème de vente, une certaine licence, ou aussi ça peut être le média. Hein. Oui. Toujours sur Axel World, la série elle est tombée à l'eau. Hein. Bah, on attend toujours la saison 2. Il n'y a jamais eu la suite. Et, dommage, parce que la série était pas mal. Oui, c'est ça, mais bon, si elle marche pas suffisamment pour être poursuivie, bon bah tu peux comprendre qu'ils arrêtent la production des figurines s'il y avait lieu d'être, quoi. Non, par contre, il y a le support derrière, quoi. Tu vois, avec par exemple les Attack of Titan, ce qui serait sympa, c'est qu'ils sortent une Annie. Et une Annie, entre guillemets, en version, Titan, et en version, humaine. Là, je signe. Les Titans sont prévus dans la gamme Figma. C'est le cas? Non. Non, pour l'instant, à part des scales, il n'y a rien. D'accord. Et puis ici, en Endoroid, t'en as quelques-unes. Ouais. Mais ouais. Mais je pense qu'ils vont être obligés d'y aller, hein, parce que. Il y a quelqu'un, c'est qui? C'est Kotobukiya. Oui, c'est ça, qui a sorti un Eren, qui l'a présenté, qui est magnifique. Alors, faut savoir que Koto, maintenant, travaille avec Good Smile. D'accord. Kotobukiya et Good Smile se sont associés, en fait. Les grands esprits se rencontrent. Ouais, voilà, bizarre, ils se sont associés, il se passe quelque chose avec Good Smile et Koto, et ce qui veut dire qu'en gros, je pense que Good Smile va de plus en plus aller sur le marché américain, parce que Koto est très présent sur le marché américain et ça marche très bien pour eux. Puis en plus, ils sont quand même forts dans les kits. Ouais, tout à fait, ouais. Ils viennent de là, hein. De toute façon, Kotobukiya, ils sont lancés en fabriquant des modèles kits, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez rare parce que finalement, ils étaient que dans du statique pendant très très longtemps, à part sur le Gundam. Et depuis quelques temps, effectivement, ils viennent dans l'action. Et là, ils reviennent sur le kit, quoi. Commence à revenir. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Ils se mettent à travailler avec Good Smile Company. Je pense entre autres, je pense qu'il doit y avoir un partage de connaissances sur les sculpts et sur les licences. Parce qu'on voit que les produits suivent finalement. Et sur la distribution surtout. Donc, voilà, je pense que si Good Smile se démocratise encore plus, qu'ils arrivent à produire plus, normalement, les figurines devraient un peu baisser, en théorie. Et on devrait avoir plus de choix aussi pour répondre aux demandes du marché, quoi. En plus, ce qui est sympa, quand tu regardes cette marque-là, c'est quand même la seule qui a mis des équipes en avant pour faire connaître la marque. Voilà, tu as vraiment des interlocuteurs que tu reconnais, que tu peux joindre facilement, que ça soit Facebook, Twitter, voilà, ou n'importe quel site. Ils sont partout. Ils sont gentils. Voilà, il y a aussi niveau de communication, ils sont assez exemplaires, je trouve. C'est la seule marque. Que ça soit, on peut même étendre sur les jouets et tout. Il y a personne d'autre. Eux, au moins, ils ont compris le truc. Après, forcément, les remontées, on reste le marché français, on nous écoute comme ce qu'on est, hein, même si le marché est quand même très porteur. Mais au moins, ils savent qu'il y a un public et ils y font attention.
Ouais, il y a une proximité, mais on peut le voir, hein, surtout. Moi, j'ai été épaté là. C'était à la dernière Japan Expo, donc à 9h du matin, 9h, 9h30, ouais. Il y avait une queue devant le stand de Goodsmile qui était énorme. Bah surtout qu'ils avaient toutes les nouvelles sorties, enfin les précommandes, ils sortaient dans un mois et demi, et ils les avaient déjà aussi. Justement, dispo Il y avait sur un le monde site. de malades, quoi. Mais tout est parti. Et ouais, tout est parti. Et ce qui était aussi super, c'est qu'il y avait des ateliers. Avec des ateliers, comment prendre des photos de vos figurines, comment les positionner, questions-réponses avec les sculpteurs. Il y avait des petites interviews et tout, avec les traducteurs à côté. Bah, c'était pas au magasin éphémère où ils avaient fait un atelier pour faire le propre visage de Sanendo? Si, exact. Ouais. Voilà, il y a que, c'est con, mais il y a que qu'on pensait à faire ça. C'est quand même. Bah, il y en a d'autres qui le font, mais dans une mesure beaucoup plus restreinte en fait. C'est ça. Alors Hasbro le fait par exemple, et tu vas dans les bootcon, t'as ce qu'on appelle des customization class. Oui, mais bon, c'est pas pour l'Europe. Le souci il est là. Non, c'est pas pour l'Europe, c'est pour les USA, mais ça reste leur premier marché, les USA. Normal. C'est normal. Donc ouais, c'est ça. Je reviens sur Japan Expo. Donc c'était quand? C'était le 2 juillet. Donc c'était le premier jour. Et il y avait déjà des ruptures de stock. Ouais, il y a beaucoup de gens en plus qui se sont plaints. Ouais, vous en avez pas au bout de 24 heures, 48 heures. Bah, victime du succès. Voilà, faut être compréhensible. Arriver à un moment. Ouais, et puis c'est ce qu'elle dit aussi, c'est que le but de Goodsmile en France. Sur les stands, c'est pas non plus que de faire de la vente. Non, c'est d'aller faire reconnaître. Et du coup, même s'ils essayent de récupérer des stocks, mais finalement, c'est du trop de production. Ouais. Et en plus, surtout c'est que. du surplus-production. Il disait, si vous avez besoin, vous allez à tel stand, c'est notre partenaire, ou telle boutique, effectivement, en France. Voilà, parce que la vente, c'est pas eux en premier, c'est l'aspect communicatif. C'est une part importante, hein, de toute façon. S'ils veulent que ça marche, c'est le meilleur moyen. Hein. Alors que ça ouvre d'ordinaire à quelle heure? Ça veut dire que tous ces gens-là qui sont là, sont des gens qui ont pu rentrer en avance, donc il y avait des préventes. Ah oui, carrément. C'était blindé. Attends. C'était le 2. Donc non, je dis une connerie. Le 2, c'était en ouverture l'après-midi. Donc ça ouvrait à midi pétante. Donc il devait être 1h et demie à ce moment-là. Parce que ça avait ouvert un après-midi là, pas dès le matin, si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, il y avait un nombre ma moto de Saber, j'ai chopé la dernière, mais laisse tomber, hein, j'ai dû courir pour la voir. T'as roulé sur leur corps. C'est ça. Ouais, et puis ça grimpe hyper vite les prix, quoi. Ouais. Ah, les prix bougent? Non, ils bougent en fait quand tu loupes la licence et que tu loupes les précos, que tu loupes une figurine, après pour la choper, c'est l'enfer. Ouais, ah oui, mais pas sur le stand Goodsmile, je veux dire. Non, sur le stand Goodsmile, ça bouge pas. Moi, je vois là pour ma figurine de Kill la Kill, je voulais en choper une. Je regardais au Japon, c'était une 50aine d'euros tout de suite. Quoi. Ouais, ça pique. Et finalement, je l'ai trouvé chez un Belge qui la vendait 25 euros parce que la boîte avait été ouverte, tu vois, il n'avait pas dû la kiffer, donc il la revendait. Mais à l'intérieur, elle avait jamais été montée. Donc, ouais, mais ça, j'ai envie de dire que c'est un peu valable aussi un peu pour tout, hein. Quand tu chopes pas une préco à temps, la plupart du temps, la sortie, ça grimpe. L'offre et la demande. Hein. Ouais. Justement, tiens, ça me fait penser quand tu parles que la boîte était ouverte mais la figurine intacte. C'est encore une petite attention, tu le vois pas chez tout le monde, malheureusement. C'est pour protéger, justement, au niveau peinture et articulation, t'as un petit plastique sur la figurine. Bon, alors des fois, la figurine, elle est plus ou moins facile à enlever. Hein. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que ils en ont parlé justement sur la page Facebook de Goodsmile. Ouais, parce que sur la Saber, il fallait arracher. Voilà, tout à fait. Et surtout ne pas démonter la figurine. Pour pas abîmer justement et les problèmes de joints. Donc, ils disaient arrachez-le. Oui, ça m'a surpris d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours arraché le plastique, c'est pareil. J'ai jamais fait autrement.
tirer dessus. Mais voilà, après, c'est des petits détails encore, mais c'est important. Ouais, c'est vrai. Comme le sac plastique. Oui, mais ça c'est génial. Et j'ai plus à acheter, j'ai plus besoin d'aller chez Rétif et autres, me prendre un paquet de sachets, voilà, même qui se ferment de la même manière. Voilà, il est fourni. En plus, tu as la petite étiquette marquée Figma, tu peux marquer le nom de ta figurine et tout dessus, et ça te permet de ranger des accessoires. C'est des petits détails qui sont juste fantastiques, quoi. Un sachet, mais voilà, c'est un truc con. Alors t'as Kyodo avec les Revoltech qui avait mis une mini boîte entre guillemets pour ranger, mais tu mets rien dedans. Tu mets deux mains et puis un visage, c'est déjà plein. C'était des petits cubes ridicules. Voilà, là au moins t'as un vrai rangement. Ça, plus le truc pour tenir les mains, non, c'est vraiment... Ouais. Tout est d'ailleurs, aidé, quoi. Ils sont copiés parce que Figuart, donc la Machination, s'y est mis justement à mettre un bout de plastique avec des ergots pour pouvoir positionner les mains et puis à les avoir qui se baladent dans comment ça s'appelle dans le plastique PVC transparent là. Sur quelle gamme? Ça a été fait sur des Figuart sur les dernières Sailor Moon. Voilà, moi je l'ai remarqué sur la dernière Sailor Moon, donc la dernière que j'ai dû avoir c'est Sailor comment c'est Jupiter, Mars, Vénus, on va te faire toute la non, c'est sur la Sailor Jupiter, tu vois, donc je l'ai remarqué cet été. Donc quoi, les bonnes idées. Et donc c'est marrant, finalement ils se regardent et voilà. Et c'est aussi ce que nous expliquait Marita l'autre fois quand on s'est vu, donc c'était il y a un mois environ, où voilà bon, c'est pas les meilleurs amis du monde ta Machination écoute surtout concurrents, parce que voilà ils sont concurrents et ils deviennent de plus en plus concurrents sur les mêmes licences. On a pu le voir sur le Sakura. Ouais. Avant, la seule, voilà, t'avais pas grand chose, t'avais un Kamen Rider qui se baladait, t'avais ça s'appelle, il y a un Iron Man, non? Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Alors après, ouais, c'est les licences, c'est ponctuel. Mais la Sakura, ouais, elle a fait mal, par contre. Ouais, Sakura, parce que quasiment en même temps, elles sont sorties en même temps. Hein. Ouais. Pour vous faire une idée. Bon, après, tu regardes, t'as quand même que la Figma est plus fine et plus réussie au niveau du visage. Hein. C'est ça. Visage, les cheveux, tout ce qui est sculpture, peinture, c'est ce qu'on disait. Hein. Ouais. Mais bon, on s'empêche pas que, bon, elle est quand même pas mal. Hein. Les genoux aussi, les articulations, les chaussures. Après, les articulations, c'est là que tu remarques, Bandai reste toujours avec des articulations, on va dire, assez rondes, que Figma, c'est vraiment, voilà, les articulations allongées, plates. C'est ça qui aide aussi. Et on le voit bien, hein. Même les cheveux. Hein. Vous avez vu le travail sur l'image des cheveux sur la Figma? Ouais. Puis surtout, elle vient avec la bestiole. Oui. Le gros lion. Il y a quand même une grosse différence. Si vous prenez la photo 3 de la SH et vous prenez la photo 3 de la Figma, on voit bien sur déjà le visage. Il y en a un qui fait un peu plus bouffi. Les mèches sont un peu plus... il y a moins de sculpte. Et pareil sur la Charlotte, là, le chapeau. Non, le pire, par contre, plus de détails. Le pire, c'est la tenue. Si tu regardes, c'est lisse, quasiment, avec chez Bandai, qu'avec la Gusmai, voilà, t'as tous les plis, t'as les... les ailes, hein, rien que les ailes, quoi. Bah, tu sens que c'est plus de la masse production, hein. Ouais. Pour la Bandai. C'est le problème de ce qui se passait avec la Kamen Rider, hein. C'est même dans les couleurs, elles étaient un peu plus ternes. La figurine était un petit peu plus, voilà, des diamètres un peu plus importants au niveau des membres ou autres. Voilà, hein, le tirage, il est pas le même nombre. Hein. Après, faut voir, voilà, est-ce que finalement, quelle est la plus fidèle par rapport à l'anime? C'est la grande question. J'aurais presque envie de dire que c'est la Figuart, parce que c'est trop de détails. Mais il y a moins de détails. Mais qu'est-ce qu'un collectionneur a envie d'avoir accurate ou non? Ça. Dans sa collection, je pense que c'est sûr que
Enfin, moi, je sais. J'aurais quand même tendance à dire que ce serait la Figma. Ouais, je préférerais les détails. Pareil. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, sur certaines, tu peux quand même te poser les questions parce que Bandai n'est pas un débutant en la matière et voilà, il sait quand même manier le truc. Alors, il faut prendre aussi en compte un paramètre, c'est que Bandai peut inonder tout le monde entier. La était à 6 000 yens. Ah oui, licence oblige, malheureusement, ça fait très cher. Tu payes la qualité. Ouais, non, mais c'est un paramètre important quand même. Mais justement, c'est ce qu'on parlait pendant un moment, avec le prix du dollar, les matières premières et autres, et justement le fait que, pareil, le travail monte encore un petit peu en gamme avec les versions V2, les coûts augmentent, et les gens commencent vraiment à tiquer sur les Figma, ça commence à devenir cher. Ouais, c'est ce qui commence à se dire, c'est vrai. Après, bon, moi personnellement, vu que c'est sauf cas exceptionnel, parce que les précos tombent comme ça, généralement j'en prends une ou deux tous les 10 chiffres, parce que c'est à peu près ça le personnage qui m'intéresse. Bon, voilà, ça passe encore. Voilà, c'est ça, ça devient problématique, je pense vraiment, si t'en collectionnes beaucoup, quoi. C'est ça. Si tu veux toutes les faire, ou si voilà, t'as vraiment beaucoup de séries qui intéressent. Voilà. Mais encore que quand tu réfléchis bien, bon, même s'il n'y a pas de métal ou des trucs comme ça, c'est pas très éloigné des prix des Niklos, hein. Ah non. Enfin, en tout cas, au tout début. La figure, elle était à 5400 yens. Ouais, 1000 d'écart. Et l'autre, elle est à 6000 yens. Donc il y a seulement 600 yens d'écart. 600 yens, c'est pas grand chose. Mais il y a aussi le côté, entre guillemets, t'es fidèle à la marque. C'est aussi ça. Bien sûr. Moi, je sais que, voilà, même si il y a des fois certaines figurines, voilà, qui me plaisent un peu plus ailleurs. Bon, voilà, c'est du Figma, pareil, Revoltech sur certaines licences, je préférais Revoltech parce que j'étais fidèle à la marque, je vais pas me tromper entre guillemets. Chez le produit, je connais les défauts, je connais les bons côtés, voilà, je suis en terrain inconnu. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais, tout à fait, ça c'est un bien. La seule chose, c'est leur version exclusive. Ça, voilà, avec Cerberus, on le connaît, hein, à chaque fois qu'il y a une Saber qui sort, c'est une exclue. Donc, on pleure. Hein, l'étagère, elle peut parler. En exclu, il y a quoi? Enfin, en normal, il y a la Light 1. En normal, il y a la Casual, la Light, la Alter. Attends, oui, la Alter. Ouais, la Alter aussi. Mais après, et la 0. T'attaques la Lily, c'était avec un jeu. La Extra, c'est avec un jeu. Enfin, voilà, quoi. Pareil, tu prends les Blackrock Shooter, la Insane. Celle-là, j'ai couru longtemps après. Hein. Pareil, c'est une exclue. La blanche aussi. Ouais. Et encore, j'ai de la chance. Hein. La Insane, elle a été sortie, j'avais loupé la préco chez Miami parce que c'était avec tous les DVD ou les Blu-ray. Et bon, les préco passent sur eBay, les prix explosent forcément. Et quelques temps plus tard, ils ressortent une version avec un seul Blu-ray que pour l'Italie. Et là, tu fais la figurine, c'est quasiment, enfin, c'est juste le prix de la figurine. Tu fais, je prends. Tout simplement. Oui. T'as l'exclu, alors, t'as un Blu-ray, je m'en fous, j'avais déjà vu toute la série avant, donc, c'est pas un souci. Voilà. Là, c'est gros coup de chance, hein. Mais, les exclus, c'est 100, 140, 150. Pour une Figma, c'est cher. La plupart du temps, enfin, après, au Japon, je peux comprendre que ça leur sert, mais nous, la plupart du temps, les jeux, ouais, voilà. Ils tentent rien, quoi. Ils ont sorti la Figma de Samus en armure, ils ont sorti la statue, ça aurait été bien qu'ils fassent l'inverse après. Bah oui, parce qu'on l'attend, quoi. Mais il y a pas mal de demandes, hein. Par contre, pour la Samus, ça revient souvent sur les forums. Hein. Bon. Parce que bon, la Saber Dress Alter, il y a que nous. Donc, à deux, on est mal barré. Mais ouais, dans la Samus, il y a des demandes. Bon, ça devrait être bon, j'espère. Faudrait pas qu'ils perdent la licence Nintendo, quoi. Ouais. Ça, c'est autre chose. Nintendo qui se lance avec ses Amiibo, ses machins, etc. Faudrait pas qu'ils se réservent l'exclusivité des figurines, quoi. C'est ça. Je pense pas que ce sera le cas, parce que c'est ce que... ils sont en train de bosser justement avec le Link, qui est la Scale.
Ils sont en partenariat et tout. C'est voilà, Ah oui, c'est vrai. C'est ça, qui est magnifique. Hein. Pour un proto, purée, t'as du détail déjà. Moi, j'ai pas acheté la Figma Link parce que, premièrement, c'est celui de Skyward Sword. C'est pas mon design préféré de Link. J'aurais préféré le Twilight Princess ou tout simplement l'Ocarina of Time, mais j'ai vu la Sky avec le niveau de détail au niveau de la cote de maille. Ouais. Et quand tu vois la Figma du Link où c'est juste à imprimer, bon, un peu déco. Non, mais même l'épée, comme il montrait, même si t'as encore des stries, parce que voilà, c'est un photo et autres. Imprimé en 3D. Voilà, mais bon, ça n'empêche pas, c'est déjà. Elle est imprimée en 3D parce qu'en fait, ils se sont servis des fichiers du jeu. C'est les fichiers du jeu qui forcément pour faire le jeu, les 3D, etc. Et c'est les modèles du jeu qui sont utilisés pour faire les accessoires. Comme ça, tu peux pas avoir plus fidèle que ça, quoi. Mais ouais, celle-là va faire mal. Puis tu peux être sûr, ça va se vendre, mais alors. Oui, ça niveau licence. Quasi certain, oui. C'est pas comme si déjà quelqu'un avait acheté un jeu Zelda avec la console il y a pas longtemps. Non. Moi, les statues, c'est pas mon truc, hein. Je l'avoue, franchement, à part les Shockwave. Mais si on refaisait une Figma d'un autre modèle de Link, oui, je le prendrais sûrement. Justement, ça va peut-être nous servir effectivement de conclusion de ce point de vue-là. Pareil, moi, au niveau figurine, c'est action. J'aime bien chercher la pose, trouver l'élément déjà manipulé, et après trouver, voilà, tiens, cette pose-là, elle est top. Souvent, après, j'y reviens rarement, mais ça n'empêche pas. Par contre, quand il y en a une qui me plaît, mais moyennement, je vais passer des semaines ou des mois, tiens, je repasse devant, ça ne me plaît pas, trouver le petit détail, le petit machin. Après, une fois que c'est fait, généralement, j'y retouche plus. Mais moi, il faut que ça soit articulé. Fixe, elles sont superbes, elles sont sublimes, j'ai rien à redire. Mais non, ça bouge pas pour moi. Voilà. Oui, c'est pareil. Moi, il faut que j'ai le choix de pouvoir le mettre tel que je le veux, de pouvoir faire avec. Les statues, c'est beau, je dis pas le contraire. Hein. T'as des trucs qui sont vraiment classe au niveau des effets, des couleurs et tout. Mais t'es bloqué dans ce visuel-là, quoi. Tu regardes, c'est aussi ça. Voilà, par exemple, tu prends les Transformers, qui est génial. Bon, il est dans une pause, hop, tu le retransformes, boum, tu refais encore autre chose. Voilà, l'idée, elle est la même. C'est pour ça aussi que je me suis orienté dans cette gamme-là. Ouais, ça amène un petit peu plus aux figurines. Ça donne un effet de dynamisme. Après, moi qui ai vu passer quelques petites statues ou statuettes, notamment les figures Zero ou bien ce que fait Square Enix avec les Final Fantasy, même si ça reste statique, c'est vraiment pas mal du tout. Mais comme toi, Sandrine, j'aime bien choisir la pose que j'ai envie de donner à la figurine. Et vous, cher patron? Moi, c'est le jouet qui me plaît. C'est le jouet, j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin de jouer avec. Voilà, moi, ce qui me branche dans mes collections, de toute façon, j'ai principalement que des jouets, j'ai très peu de choses statiques. Ouais, ça m'emballe pas, en fait. J'aime bien bouger les figurines, j'aime bien jouer avec, en fait. Donc voilà, quoi. Ça me parle moins. Enfin, après, ça dépend quel style. Je vois des jouets récents, voilà, j'ai envie que ça soit articulé, j'ai envie de pouvoir les mettre dans les positions qui me fassent triper, pouvoir faire des mises en scène, quoi. La statuette, parce que voilà, non, la statuette ou la figurine fixe à la Koto ou autre, ça m'intéresse moins, quoi. J'en ai quelques-unes, hein, je dois avoir deux, trois trucs, mais parce que c'est des licences qui sont jamais sorties autrement. Parce que j'ai pas eu le choix, en fait. Voilà. Et que je souhaitais tellement avoir une représentation d'un personnage que voilà, j'ai cédé à la pulsion, à l'achat, mais voilà. Et encore après, une fois que ça sort en figurine, généralement, j'aurais tendance à me débarrasser. Ouais, tu vas voir la statue. Ouais, la figurine statique, quoi. Voilà, parce que c'est vrai que les statues, c'est plutôt ce qui est fait en résine ou. Maintenant, quelles que soient les marques, ils se tournent
énormément, enfin, ils abandonnent beaucoup la résine, vu que ça coûte maintenant très, très, très cher, encore plus qu'avant, c'est du PVC. Et puis surtout, ça casse. Ouais, ah oui, ah bah ça. Mais quand tu regardes ce que Mac Factory arrive à faire avec du PVC, tu te fais... ouais, ah non, mais c'est magnifique. Enfin, Alter, c'est pareil. Voilà, il y a une troisième marque, je l'ai perdue, voilà. Mais Volks, par exemple, ils font aussi des trucs de fou, quoi. C'est... Ouais, après, il y a des gens qui apprécient, qui aiment ça. Voilà, moi, je peux comprendre. Oui, ne serait-ce que pour les garage kits. Il y a de la résine pour les créer, les monter, les peindre eux-mêmes et tout. Là, oui, ça justifie. Puis il y en a qui supportent pas les articulations, qui trouvent ça moche. Bah justement, Cerberus, t'avais suivi le live comme moi avec Cool Smile, qui disait les Figma, c'est immonde, les articulations, ça se comprend, c'est normal. Hein. Je vois que ça, c'est moche. Et c'est aussi le truc qui est assez bizarre. Pour ça aussi, Maritane avait lancé la question. Pourquoi vous aimez pas les Figma? Parce que beaucoup de personnes aiment les Nendo, aiment les Scales, mais par contre, effectivement, les Figma, du fait c'est la petite figurine, on va dire, plus accurate, mais comme tu perds ce côté un petit peu chibi, un peu déformed, dès qu'il y a une articulation, c'est moche. Alors qu'elles sont plutôt bien intégrées. Voilà, faut être honnête. C'est ça. Mais c'est ça aussi, puis ça se comprend. Ils comprenaient pas, entre guillemets, un peu de mal, pourquoi certaines personnes ont une telle, on va pas dire aversion, mais bon, sur les figurines Figma, parce que bon, c'est sûr que pour Guzmai, les Nendo, bon, il y a pas de souci, hein, ça fonctionne très bien. Les Figma, c'est quand même pas le même succès, même s'il est bon. Ouais, ça touche un autre public, ouais. Ça touche un autre public, ça reste un produit assez spécifique, hein. Mais on le voit aussi sur plein d'autres choses, pas spécifiquement sur Figma, mais regarde sur du Dragon Ball. Il y a des gens qui préfèrent acheter une bande Presto, une Mega House, une Figuart Zero, ou sur du One Piece, ou des choses comme ça, parce que pour eux, ils trouvent ça plus sympa. Et d'ailleurs, ça c'est marrant, parce qu'il y a très peu de jouets articulés. Enfin, parce que je viens de citer One Piece, mais il y a rien chez One Piece, quoi. Les Naruto, c'est pareil. À part leur gamme de jouets que Bandai a sorti, et encore, ça va pas très loin, t'as que dalle. Ah, et One Piece, il y a 3-4 figurines articulées chez Abyss Corp, mais... t'as Bandai qui a sorti alors, je crois qu'il est sorti, c'était Luffy, mais on l'a jamais revu depuis. Je crois qu'il y a une qui est sorti Bandai, il me semble. Ouais, mais les autres, tu les as jamais revus après. Alors il y en a une, chez One Piece, il y a des figurines qui sont sorties cette année, mais c'est des jouets pour enfants. Ouais, bah oui. Voilà. Et qui sont pas très chers. Chez Hobbies, voilà, c'est Hobbies qui les a fait. Il y a 4 figurines. Il y a Luffy, il y a Zoro, il y a Baggy, et maintenant il y a Chopper. Voilà. Tu vas pas loin. Et c'est très peu articulé, mais voilà, mais c'est du jouet de mass market, quoi. Mais il n'y a pas de figurines articulées de collection, quoi. Ça n'existe pas. Après, tu regardes au niveau historique, le Japon c'est quand même plus axé. T'as vraiment le parti, on va dire Gokin, Shogun, on va plutôt dire, parce qu'ils sont pas tous en métal. Mais voilà, tout ce qui est Shogun, c'est souvent articulé. Et après, tu passes directement dès que c'est un personnage humain ou ça touche un animé, en tout cas vraiment autre que tout ce qui est Shogun Mecha, c'est du scale. Effectivement, c'est de la statuette. Ouais, il y a quand même pas mal de jouets articulés, hein. Regarde les Chevaliers Zodiac, les Medicom avec les toutes petites figurines Medicom de Cobra ou alors de Muscleman dans les années 2000. Ça se faisait pas mal, quoi. Il y a quand même des choses. Hein. Bah oui. Ou Evangelion, quoi, des figurines 10 cm, ou les hybrides de Dragon Ball, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dès qu'on monte au-dessus, ouais. C'est ici que se finit le podcast après 1h50. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis ou on vous a pas trop rabâché les oreilles. Vous avez passé un bon moment avec nous. Je salue encore mes intervenants, que ce soit Cerberus, Ryuzo ou même Greg du site Toys Mag.
On va essayer de se retrouver à nouveau à peu près, voilà, régulièrement, rapidement, comme c'était fait déjà l'an passé, sur un sujet que on ne sait pas encore, ça il faut le dire. On verra ça, voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre, hein. On prend. Et on se dit à une prochaine. Salut à tous.